Quelle est la réelle menace des orques? Quelle est la réelle menace des Death Skulls? Les pillards orques qui vont aller jusqu'à voler leur propre clan, qui vont aller jusqu'à voler les tanks de l'armée impériale. Qui est les flibustiers? Qui sont-ils ces orques qui sont totalement reniés des autres clans? Et qui est le clan des Goths qui porte littéralement les orques à un niveau de star intergalactique avec les plus gros chefs de guerre, les plus puissants, les plus surconnus dans l'univers? Qui sont les Speed Freaks, les Evil Sons qui sont totalement accros à l'adrénaline? Qui sont ces orques qui feront tout pour ressentir ces frissons pendant les guerres? Pourquoi est-ce que certains orques des Bad Moons ont leurs dents qui poussent plus vite que celles des autres orques? Et pourquoi cela les rend riches? Quels sont tous les secrets des clans des orques? Quels sont ces 7 fameux clans orques que vous connaissez, mais pas en détail? Vous ignorez beaucoup de choses sur ces clans qui ont malheureusement pas été mis au bout du jour ces derniers temps et dont on ne parle pas assez. Car je le rappelle, mais les orques sont l'une des factions les plus violentes, les plus intéressantes, mais les plus mystérieuses de tout l'univers de Warhammer 40 000. Bonjour à tous, je suis Brush. Si vous aimez ce genre de contenu, la vulgarisation de l'univers de Warhammer 40 000, les explications en tout genre, et que vous voulez rejoindre le Brush Club, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. On est tout de suite parti et j'espère que vous passerez un très bon moment à mes côtés. Vous le savez sans doute, mais les clans orques ont toujours eu besoin de bien s'alimenter. Les peaux vertes mangent toutes sortes d'étranges nourritures, comme des squigs, et d'ailleurs c'est ces xénos tout rouges, qui ressemblent à des boules de poils rouges sous stéroïdes, et en termes d'hydratation, et surtout de boissons qu'ils boivent sans limite, les orques se font plaisir avec du Holy fucking Energy! Mais alors, Holy c'est quoi? Eh bien, Holy, c'est la boisson moins chère que les sodas du marché, moins mauvaise pour la santé, sans sucre, sans taurine, bon pour la planète, avec de superbes emballages recyclés. Et cela vient d'Europe, et plus précisément du pays qui a fait naître notre Rammstein préféré, un groupe de métal digne des dieux du chaos de Warhammer, ou plutôt des dieux Gork et Mork. Holy, c'est surtout des boissons énergisantes, avec de la New Caf, il s'agit de caféine cristallisée, comme d'habitude, évitez de faire comme les orques, c'est pas de la coke, qu'on soit bien d'accord, évitez de faire comme ça. Cette caféine fait effet plus longtemps, et c'est donc parfait pour vos sessions gaming, vos sessions de Warhammer, de peinture et de lecture. Évitez juste d'en boire le soir, sinon vous n'allez pas dormir. Oui, elle maintient autant éveillé que ça, c'est pas une blague. Holy, c'est aussi une gamme hydratation, remplie d'électrolytes pour les sportifs, ou pour bien s'hydrater simplement, ainsi qu'une gamme d'Ice Tea, de délicieux thé froid, et mon goût préféré d'ailleurs, et de loin le Holy Energy Piranha et Raptor. Mais en ce moment, Holy fait la promo du nouveau Kiwi Komodo, qui est aussi un gros bangers. D'ailleurs, pour votre future commande Holy, utilisez le code BrushClub pour moins 10% sur toutes vos commandes, et utilisez le code BrushClub5 pour moins 5 € sur votre première commande, et rejoignez le clan des orques. Alors n'attendez plus, faites comme les orques et comme moi, cela soutient la chaîne énormément. Merci à tous ceux qui passent par les liens en description, et merci à Holy d'être le plus vieux partenaire de la chaîne. Si vous voulez vous réveiller avec plein d'énergie, prenez Holy. Et on est de retour à la vidéo. Ah bah oui, on crie évidemment parce qu'on est des orques les gars. Les clans marquent de leur empreinte l'intégralité de la société orque, et ce dans toute la galaxie, indépendamment de barrières comme l'allégeance tribale. Les clans sont proches à des castes, dans le sens où ils ne sont ni organisés ni centralisés. Un orc connaît donc d'instinct son clan, car c'est une façon innée de voir le monde, semblable aux connaissances spontanées des bricolos, aussi appelés les mechboys. Il s'agit des fameux orques créant les engins de guerre et armes des peaux vertes. Un clan incarne une philosophie, enfin, si on peut vraiment appeler ça de cette manière. Il s'agirait donc de la psyché orque, et elle mettrait en évidence un aspect de leur culture par rapport à celle des autres. Bien entendu, le simple fait d'évoquer ces notions en présence des orques leur donnerait des envies de meurtre, voire un certain mal de crâne. En effet, quand ils prennent la peine d'évoquer ces considérations, ils se bornent à la qualifier de culture de clan. Par exemple, les Goths privilégient l'agression, l'intrépidité et le combat au corps à corps, tandis que le clan des Evil Sons adore la vitesse, les tactiques de harcèlement et les véhicules rapides. Alors, rien à voir avec un certain youtubeur avec le harcèlement qui aime bien les enfants, évidemment. Rien à voir avec ce mec-là. Certains orques deviennent obsédés par la poursuite des idéaux de leur clan. Ils cherchent alors les individus comme eux pour former des bandes qui se dédient à leur philosophie. Toutefois, la plupart des tribus ne sont pas dominées par un clan spécifique, ce dernier servant essentiellement à instiller un sentiment d'unité au sein des orques, et à leur désigner un ennemi commun, à savoir les tribus qui sont composées d'autres clans différents. Oui, les orques sont racistes. Voilà.
Il est important à savoir que certains orques n'arriveront pas à s'intégrer correctement au sein des clans, et ils deviendront alors des proscrits. Ce statut peu enviable ne fait qu'exacerber leur égoïsme et leur avidité, ce qui ne fait rien pour améliorer leur réputation auprès de leurs congénères. Qu'ils soient exilés ou quittent leur clan de leur propre chef, ces pauvres deviennent des flibustiers, c'est-à-dire des orques qui se battent uniquement pour la gloire et le profit. Et les flibustiers sont le dernier clan dont on parlera dans cette vidéo, qui d'après moi est d'ailleurs le plus intéressant, parce qu'il est en plus assez nouveau. Les orques d'un même clan adoptent des couleurs similaires, auxquelles ils attachent une symbolique particulière. Le bleu par exemple porte bonheur, le noir est direct et violent, le rouge va plus vite, et ainsi de suite. Il y a même des rumeurs qui diraient qu'un orque violet, ça n'existe pas. Bah oui, c'est logique. Demandez-vous, est-ce que vous avez déjà vu un orque violet? Non. Parce qu'il est invisible. Donc il n'existe pas. Voilà. Les orques étant égaux à eux-mêmes, ces croyances se manifestent littéralement. Un orque couvert de peinture de guerre bleue échappera à la mort grâce à des ricochets opportuns ou à des armes enrayées, tandis qu'un camion rouge vif ira bien plus vite que toute autre machine peinte d'une autre couleur. Bien entendu, l'appartenance à un clan ne résume pas à des choix esthétiques. Les orques d'un même clan privilégient certaines méthodes de combat. Ils tendent à avoir une même conception de la vie et ils peuvent aller jusqu'à partager certaines caractéristiques physiques. Lors d'une WAG, ce qu'on appelle une campagne de guerre orque, les bandes décimées sont regroupées pour en former de nouvelles. C'est à ce moment que des bandes de guerre ou même des tribus peuvent se créer à partir de survivants de nombreux clans, que le destin force à faire cause commune. Ils vont donc se regrouper afin de créer des nouvelles campagnes de guerre orque, donc des fameuses WAG. En dépit de l'antipathie qu'ils ressentent naturellement les uns envers les autres, ces orques combattront l'ensemble tant que durera la WAG. Car leur besoin de reconquête... Je vais t'ennuyer. Car leur besoin de conquête et de massacre sera plus fort que tout le reste. Lorsque la WAG prend fin, une bande de guerre ou une tribu recomposée se dispersera généralement sous la pression des rivalités avec les clans. Il arrive malgré tout qu'une bande de guerre commandée par un orque très charismatique reste soudée et abandonne ses clans et ses tribus d'origine pour eux aussi devenir des flibustiers. Voyons voir maintenant un petit peu comment fonctionnent ces clans, et comment fonctionnent surtout les rivalités entre les clans, qu'est-ce qui se passe quand ceux-ci ne se supportent pas. Vous allez voir, il y a pas mal de choses assez importantes que beaucoup de gens ignorent. Une tribu orque comprend des contingents de plusieurs clans. Au sein de la tribu, ces clans ont tendance à rester ensemble, construisant souvent leur habitation groupée dans la colonie. Si la tribu est nomade, les membres d'un clan voyagent ensemble sur les mêmes vaisseaux spatiaux. Il n'est pas surprenant qu'il y ait une certaine rivalité entre les différents clans d'une même tribu. Les orques s'adonnent à de nombreux sports et événements compétitifs, tels que les combats de fosse, les gobages de squig, les courses, la collecte de trophées de champs de bataille, et bien d'autres encore. Bien d'autres encore qui sont évidemment tout autant stupides les unes que les autres, en tout cas vis-à-vis d'un humain. Lors de ces événements, les clans se mesurent les uns aux autres et la rivalité intergalactique prend tout son sens. Naturellement, chaque clan croit qu'il est meilleur que les autres. Oui, les orques sont très égoïstes et très imbus de leur personne. Certains membres d'un clan similaire, par exemple imaginons les goffs qui se prennent la tête, eh bien décideront peut-être de se taper dessus très souvent. Pourquoi? Eh bien simplement parce qu'ils s'ennuient. Car oui, c'est ce que font les orques quand ils se font chier, littéralement. Maintenant parlons du premier clan, j'ai nommé les Bad Moons. Rien de tel qu'envoyer à l'ennemi des Daka bien chers, et de faire en sorte que tout le monde le sache. Tous les orques des autres clans savent que les Bad Moons sont des matu-vus avec des dents à ne plus savoir qu'en faire. Ceci dit, ils savent aussi qu'il vaut mieux s'abriter lorsque ces malades en jaune ouvrent le feu, car une bande de guerre Bad Moons peut tirer une quantité phénoménale de Daka. D'ailleurs les Daka, c'est les armes des orques. Quand ils tirent, eh bien ils tirent avec des Daka, et c'est pour ça qu'ils hurleront Daka Daka, voilà. Oui, les orques sont cons. Les Bad Moons sont des frimeurs invétérés dont la propension à posséder les armes de tir les plus volumineuses, bruyantes et brillantes est facilitée par le fait que leurs dents poussent à une vitesse remarquable. Avec toutes sortes de viseurs, de lance-grenades auxiliaires, de chargeurs et de bandes de munitions supplémentaires, les Bad Moons peuvent déchaîner une tornade de Daka qui éclipse la puissance de feu de n'importe quel autre clan. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que je répète souvent que justement les dents sont importantes, eh bien, dans le monde des orques, les dents, eh bien il s'agit de la monnaie des orques. Une monnaie qui est en fait malheureusement pas intemporelle. C'est-à-dire que les dents vont en fait souvent repousser chez les orques, d'ailleurs toujours, elles vont repousser, donc si elles tombent, si vous pétez la gueule à un orque, vous récupérez ses dents, vous êtes riche. Mais le problème, c'est qu'elles vont très vite pourrir. Et donc, on ne peut pas garder des dents, et donc on ne peut pas s'enrichir plus, en tout cas pendant longtemps. Le capitalisme chez les orques, ça ne marche pas.
Pas du tout même. C'est pas possible de faire un monde capitaliste, parce qu'au final, eh bien, tout finirait par pourrir si on garde de l'argent, si on tue, et si évidemment on spécule avec. Le plus riche et les plus ostentatoires des Bad Moons sont des orques qui ont la réputation de se la péter, et d'étaler leur richesse et leur statut au visage des autres orques moins fortunés, avec la délicatesse d'une massue. L'économie orque telle qu'elle existe est basée sur les dents, comme on l'a dit précédemment, qui sont littéralement des dents orques, récoltées sur des orques vivants ou morts. Les dents d'un orque poussent constamment, et celles qui sont perdues sont rapidement remplacées, ce qui signifie une réserve presque infinie, bien que lentement produite, de monnaie. Dans une telle économie, les orques dont les dents poussent le plus vite sont les plus riches, et les dents des Bad Moons poussent le plus vite de tous les autres clans. Ainsi, même les Bad Moons les plus démunis profitent malgré tout de rentrées d'argent régulières. Les orques ne considèrent pas cela comme un avantage déloyal, car s'il y a un inconvénient à cette richesse, c'est le fait que même si les Bad Moons ont accès à plus de dents et à un meilleur butin que l'orque moyen, il est aussi incroyablement facile de les dépouiller de cette richesse. Il suffit qu'un orque plus grand et plus coriace se présente et arrache les dents d'un Bad Moons pour que la trésorerie soit sérieusement amoindrie, voire totalement réduite à néant. Tous les orques, même les Bad Moons, considèrent que cette situation est juste, correcte et équitable, car le côté violent de la société orque, qui, je cite, « Le plus fort a raison, le plus gros est le meilleur ». Ouais. Eh bien, cela compense l'augmentation constante de richesses disponibles pour les Bad Moons, qui estiment de toute façon qu'un orque assez balèze pour leur casser la figure, eh bien, est digne de les mener au combat. Bien qu'ils vivent pour acquérir des richesses et des biens matériels, les Bad Moons ont une fonction importante dans la société orque. Ils font d'excellents marchands et prêteurs sur gage. Ils connaissent la valeur de n'importe quel objet en un clin d'œil, et en étudiant rapidement un individu, ils peuvent discerner exactement combien cet individu est prêt à payer pour quelque chose. En gros, c'est des génies du commerce. Si un objet peut être acheté ou vendu, on peut parier que les Bad Moons l'ont en stock. Toujours désireux d'acquérir de nouvelles choses luxueuses, les Bad Moons marchandent et font partie intégrante de tout rassemblement orque, où des biens et des services sont échangés. Imaginez donc des vides-greniers avec des orques qui sont en train de tenir leur stand. Moi j'imagine ça comme ça, et ça me fait beaucoup rire. De ce fait, la plupart des boss de guerre aiment avoir des Bad Moons sous la main, afin d'avoir un stock de dents disponible au besoin. Certains fouettards affirment que les Bad Moons ont dû inventer le concept de dents en tant que monnaie, lorsqu'ils ont vu que les leurs poussaient très vite. Bien sûr, d'autres fouettards prétendent que c'est l'inverse qui s'est produit, et que les Bad Moons se sont débrouillés pour que leurs dents poussent plus vite lorsqu'elles ont commencé à servir de monnaie. Quoi qu'il en soit, les orques ne connaissent guère de réflexion à ce sujet, car arracher des dents est plus intéressant que d'en parler. Les Bad Moons sont des vantards à la voix forte et aux poches pleines, qui ne dépensent leurs dents que pour les choses les plus fines, que ce soit des flingues, des kikoupes ou des vêtements de luxe. Leur richesse va de pair avec un caractère ostentatoire. Au camp comme au combat, ils se pavanent dans leurs meilleures armures que des dents peuvent acheter, évidemment. Ils sont ornés de morceaux de métaux précieux et brillants, de gemmes et d'autres objets de valeur, sans oublier des armes qui sont même des fois stylisées. Les Bad Moons aiment faire étalage de leur richesse et de leur style, et se parer du meilleur butin, car leurs armes sont de la plus haute qualité, dorées, destructrices et surtout incroyablement bruyantes. Et leurs véhicules sont les plus bordéliques et les plus clinquants qui soient, surchargés de décorations et de gravures en or. En gros, c'est les mecs un peu bling bling avec les chaînes en or, vous voyez. En effet, l'or est dénué de valeur aux yeux des autres orques, car il est trop mou pour servir à fabriquer des armes et des véhicules. Ils sont donc ravis de l'échanger contre des dents. Et c'est parfait parce que les Bad Moons préfèrent l'or à tous les autres métals, et l'utilisent régulièrement comme plaquage sur leurs dents. Les boss et les nobs, petite information très importante, les nobs c'est les nobles de la hiérarchie orque. Nobs ça vient donc de noble, parce que oui, il y a une hiérarchie justement chez les orques. On a en premier les snotlings, les gretchins, ensuite on retrouve les boys, c'est-à-dire un peu les soldats normaux, ensuite les nobs, il y a aussi d'autres personnes entes mais c'est pas important, et ensuite les chefs de guerre. Voilà. Et les boss, etc., qui sont un petit peu en dessous. Donc, les boss et les nobs du clan des Bad Moons sont connus pour être des amateurs de chariots de guerre, et il s'agit de véhicules énormes, lourdement armés et bien tape à l'œil, conçus pour transporter une bande entière avec tous ces Gretchins, Snutlings, Squig et tout autre gadget qu'ils peuvent y entasser. Les bandes de Bad Moons sont bien équipées, du moins selon les standards des orques. Leurs nobs arborent des bannières dorsales très voyantes et d'énormes armes customisées, et sont suivis par un aéropage de serviteurs grottes et de puissantes batteries d'artillerie de mécano. Les Gretchins
donc les sortes de gobelins, trouvent 1000 façons de prospérer chez les bandes de guerre des Bad Moons. Et les plus débrouillards d'entre eux peuvent espérer s'attirer les bonnes grâces d'un boss qui en fera son souffre-douleur attitré, et le chargera de porter les objets dont l'orc ne veut pas s'encombrer. Les Bad Moons les plus riches et les mieux lotis deviennent des frimeurs. C'est le nom qu'on leur donne. Bien qu'ils ne soient pas uniques à ce clan, de nombreux Bad Moons aspirent à une telle opulence. Et ces orques avec plus de dents que de bon sens sont absolument accros aux armes bruyantes, flashy et hautement personnalisées. Ah oui, ils adorent tout convertir, hein, tout ce qu'ils achètent, tout ce qu'ils trouvent, et aussi tout ce qu'ils volent. Je vous rappelle, mais les orques sont des charognards. Se pavanant avec des flingues de luxe et des flingues custom hors de prix, les frimeurs ont tendance à privilégier le style à la substance. Ce qui plaît aux Bad Moons avides. Si tous les frimeurs sont connus pour être des ordures arrogantes, fourbes et traîtresses, avec une mentalité résolument mercenaire et dite non orque, ceux du clan des Bad Moons sont considérés comme les pires de tous. Mais il est important de noter que même ce clan peut se lasser de ses arrogances surarmés et les virer à coups de pompe. Le glyphe des Bad Moons est une énorme lune à l'air peu commode, avec un visage d'orque et une gueule remplie d'énormes crocs. Les glyphes de Bad Moon sont des motifs simples à base de lune et de dents. Ils sont peints en jaune vif et en doré, pour être bien visibles de tous. La couleur de prédilection du clan Bad Moons est le jaune vif, comme on l'a dit, que les orques associent traditionnellement à la richesse, et une lune grimaçante sur un champ de flammes en tant qu'emblème. Leur armure et leurs équipements sont peints en conséquence, et leurs porteurs ont plus de bijoux et de piercings que les autres clans, volés évidemment dans les temples et cendres culturelles des autres races qu'ils mettent joyeusement à sac. Évidemment, ça reste des orques. Si quelque chose a l'air précieux, un Bad Moons trouvera le moyen de le porter ou de l'accrocher à son véhicule. De préférence, bien en vue de tous, comme des marques de richesse supplémentaires, ou fondus pour faire des anneaux nasaux, des balles en or pour leur calibre, ou même des béliers de chariots de guerre plaqués or. Toutefois, seul un idiot sous-estimerait un Bad Moon, car ce dernier serait aussi empressé de montrer à tout le monde sa belle icône de boss, toute neuve, que de tabasser quiconque essayerait de la voler. Le seul réel problème de toutes ces âneries d'orques, si je peux appeler ça comme ça, c'est qu'on voit venir les décisions des Bad Moons à des kilomètres, ils sont très prévisibles. D'ailleurs, il existe même des preuves documentées comme quoi on aurait pu repérer leur horde à l'œil nu depuis l'orbite basse. Bah oui, ils sont jaunes hyper vifs et pas vraiment se camoufler. Et les Bad Moons s'en accommodent très bien, parce que pour eux, je le rappelle, mais la bagarre viendra à eux, d'autant plus vite que l'ennemi sait où ils sont. Pas très malin. Beaucoup d'orques des autres clans se moquent d'eux, jugeant qu'ils n'ont absolument rien dans le crâne. Les Snakebites, par exemple, en particulier, sous-entendent que les richesses des Bad Moons les attendraient. La vérité est que si ces orques préfèrent un style de vie chic et raffiné, du moins selon les normes orques, ils sont aussi durs et violents que le reste de leur race. Les Bad Moons sont tout aussi capables de vous faire avaler vos dents à coups de pied, mais ils aiment juste qu'on les voit bien quand ils le font. Ils aiment en fait se montrer, vous voyez, ils sont tout beaux pour que vous sachiez que, ils sont bien habillés. Les Bad Moons sont généralement des combattants de mêlée compétents, mais ils préfèrent se battre à distance. Au lieu de se précipiter immédiatement au combat en mêlée comme beaucoup de leurs congénères, ils sont plus enclins à engager leurs ennemis de loin que la plupart des autres orques, ponctuant leur gloussement rauque avec les tirs de leur arme à longue portée. Ils vont évidemment tirer dans la mêlée avec des armes assourdissantes, avec leurs flingues justement, et je tiens à préciser, des flingues de luxe, on le rappelle, ils sont riches, pendant que leur bande d'esclaves Gretchen s'infiltre dans les rangs ennemis pour faire le sale boulot. Et cela à coups de dents, de griffes et de qui-coupes. De cette manière, s'ils se trouvent trop près pour utiliser leurs armes efficacement, les Bad Moons se repositionnent parfois vers d'autres positions avantageuses où ils peuvent continuer à tirer sans entrave et détruire tous ceux qui se trouvent dans leur ligne de mire. Grâce à leur richesse presque infinie, les Bad Moons tendent à être bien nourris, très motivés, d'une confiance assez extrême et doté d'assez de daka pour découper les jambes d'un chevalier impérial en pleine charge. Et je viens de lire 2 livres sur les chevaliers impériaux ainsi que les codex et tout le bordel, d'ailleurs il y a une vidéo qui arrive très prochainement sur le sujet. Il ne faut pas prendre les chevaliers impériaux à la légère. C'est les machines les plus puissantes, probablement en dessous des titans évidemment de l'impérium, mais c'est quasiment les plus puissantes machines de tout l'impérium. Et on en parlera une autre fois, évidemment abonnez-vous pour ne pas rater. Reprenons. Leurs bandes sont réputées pour leur puissance de feu écrasante des pléthores de flingues. Ce qui est assez ouf avec les Bad Moons, c'est qu'ils ont aussi des armes énergétiques qui sont souvent posées en évidence à côté des chariots de guerre décorés. Mais ils ont aussi des vaisseaux aériens, donc des aéronefs si lourdement chargés d'artillerie qu'ils peuvent à peine décoller. Parce que ouais, ils doivent être jolis avant tout, pas utiles, mais jolis. Et bien sûr, d'imposants crabouilleurs jaunes. Les crabouilleurs, c'est vraiment les machines qui écrasent absolument tout sur leur passage. Extrêmement lents, mais très violents. La galaxie a subi les déprédations de nombreux boss de guerre Bad Moons, qui sont toujours redoutés pour la puissance de feu et les technologies de pointe de leur bande. Le plus célèbre d'entre eux est Nazdreg, qui en plus de ça est un allié de Ghazghkull Traka, le plus grand des chefs de guerre orques.
Et Nazdraeg est réputé pour sa ruse et ses hordes terrifiantes de méganobs lourdement armés. Et le plus fou, c'est que les orques ont longtemps été oubliés dans l'histoire dans le lore de 40 000, mais ils sont l'une des factions les plus dangereuses pour l'univers. Littéralement. Ils étaient les grands ennemis de l'univers pendant très longtemps. Dites-vous à tel point qu'il y a un ordre d'assassinat venant de l'Ordo Xeno, donc de l'Inquisition, et un ordre de niveau extrême qui est en train de viser Nazdraeg. Et d'ailleurs, il n'a toujours pas été rattrapé, et peu importe où il se trouve, il prépare sûrement un mauvais coup contre la race humaine, et j'espère beaucoup... Pourquoi je fais un accent italien? Et j'espère vraiment qu'on aura une nouvelle... Je sais pas pourquoi j'ai fait un accent italien, les gars. Mais j'espère vraiment qu'on aura des nouveautés dans la prochaine édition, dans la 11e édition de Warhammer, parce que les orques me manquent pas mal, j'avoue. Nous autres Bloodaxe, on a appris plein de trucs des hommes. Comment les tuer vite et bien par exemple. Les Bloodaxe sont généralement considérés comme pas très orques par leurs congénères, qui les voient comme des fourmadines de confiance, incapables de livrer une bonne baston, même si elle leur tombait du ciel et leur mordrait le postérieur. Ouais, les orques sont pas très cool entre eux. De leur côté, les Bloodaxe s'en foutent un peu totalement. Cette réputation est due à l'emploi de tactiques légitimes, souvent avec beaucoup de succès, car rien ne surprend davantage un commandant ennemi que des orques qui réfléchissent avant d'agir. Oui, il y a quand même des orques qui réfléchissent, et d'ailleurs les Bloodaxe vont souvent récupérer des tactiques venant des êtres humains. Ouais, c'est pas très orque tout ça. Alors parlons un petit peu de leurs tactiques. Les Bloodaxe possèdent une compréhension instinctive de la stratégie militaire qui, bien qu'indéniablement orque dans son application, leur permet de surprendre le commandement ennemi le plus chevronné par leurs manœuvres, leurs feintes et leur embuscade. Les orques du clan des Bloodaxe sont ceux qui ont le plus d'interactions avec l'impérium de l'humanité. Au fil de leur longue relation avec les humains, ils ont développé des compétences et des capacités qui amènent les autres clans à les regarder d'un œil méfiant, considérés comme indignes de confiance par leurs camarades orques en raison de leur méthode particulière. Et ces orques mettent davantage l'accent sur la ruse et les tactiques, que sur l'approche tactique de la force brute privilégiée par les autres peaux vertes. Les Bloodaxe échangent souvent au lieu de voler, discutent au lieu de beugler, se faufilent au lieu de foncer tête baissée sous les tirs nourris de leurs ennemis, et battent même en retraite quand la bataille tourne mal, au lieu de mourir en masse sans pouvoir faire état du moindre résultat. En plus de leur tactique peu orthodoxe... Ouais. Après, je suis pas un génie non plus, hein, mais... Ils sont connus pour se battre pour l'Imperium en tant que mercenaires, recevant leur salaire en chars et en munitions, qu'ils commenceront à utiliser d'abord sur les ennemis de leur employeur, puis inévitablement sur leur employeur. Ouais, quand même, ça reste des orques. En effet, montrer le moindre signe de faiblesse aux Bloodaxe, par exemple en ayant besoin d'eux, n'est jamais bon pour son espérance de vie. Certains se sont même lancés dans les étoiles en tant que flibustiers, où ils partagent leur temps entre la piraterie, les raids et les commerces honnêtes avec les mondes les plus isolés de l'Imperium. Et d'ailleurs, en parlant de raids, cette vidéo est sponsorisée, c'est faux. Non, c'est faux. Faites-moi un mail, Raids de légende. Et toute autre race de la galaxie, ils seraient considérés comme des commandants talentueux. Mais pour les orques, ce sont simplement que des traîtres et des fuyards. Cette réputation est totalement injustifiée. C'est juste que les autres orques ne seront jamais convaincus que ce comportement étrange puisse être autre chose que de la couardise, car leurs méthodes leur sont incompréhensibles. Le fait est qu'ils ne se rendent pas compte que les Bloodaxe aiment autant se battre qu'eux, mais qu'ils préfèrent juste avoir l'avantage quand ils arrivent au contact, et qu'ils sont tout aussi dangereux au combat que leurs cousins moins sophistiqués, peut-être d'ailleurs même bien plus grâce à leur haut niveau de ruse qui est totalement inné dans leur cerveau. Et ça leur permet de contourner les problèmes, et si les autres clans s'intéressaient un peu plus à ces Bloodaxe, ils comprendraient rapidement à quel point il peut être amusant de voler des armes à des humains pour les retourner ensuite contre eux. Les Shockboys sont régulièrement raillés par les autres orques car ils passent des heures à marcher au pas en chantant des hymnes militaires, à se saluer et à se conduire d'une façon pas très orque. En gros, comme des humains. À l'âge adulte, ils rejoignent des bandes plus normales. Mais il arrive que certains, en général d'ailleurs des Bloodaxe, prennent le commandement de formations entières d'orques aux uniformes impeccables. Parmi leurs nombreux comportements étranges, les plus déroutants pour leurs ennemis sont peut-être leur utilisation de la furtivité et du camouflage, et leur propension à la guerre secrète. Les Bloodaxe estiment que se faire tuer avant d'avoir pu abattre des ennemis est du gaspillage, et ne voient pas l'intérêt de faire tout l'effort nécessaire pour élaborer un plan d'attaque, pour ensuite se faire abattre comme un imbécile avant même de l'avoir exécuté. Aussi, leur approche du combat est plus prudente que celle des autres. En fait, à l'instar des grands boss de guerre, de nombreux commandos, auxquels ils font souvent appel,
sont issus du clan des Bloodaxe. En effet, contrairement aux autres orques, les commandos aiment se faufiler dans le dos de l'ennemi et faire usage de tous les coups bas imaginables. S'ils ne sont peut-être pas aussi furtifs ou aussi bien entraînés que les agents des forces spéciales de l'Imperium, des Aeldari ou des Tau, ils n'en sont pas moins brutalement efficaces. C'est leur utilisation de l'obscurité, de la diversion et de la sournoiserie qui leur a valu une réputation peu recommandable parmi les autres membres de leur race. Les membres des autres clans, en particulier les Goths, se moquent d'eux en les considérant comme des lâches. Les Bloodaxe s'en foutent un petit peu de ce que les autres races d'orques pensent d'eux. Les résultats comptent plus que leur réputation. Et ils laisseront volontiers les autres recevoir les tirs des ennemis pendant qu'ils profitent de cette diversion pour remporter la bataille. Sûrs d'être les seuls à savoir comment faire la guerre dans les règles de l'art, et naturellement fiers de l'héritage de leur clan en matière de commandement et de destruction, les Bloodaxe prennent ces insultes avec entrain, soit en riant un bon coup et en s'en allant, soit en riant un bon coup en arrachant toutes les dents de l'effronté et s'en allant beaucoup plus riche. Ouais, ça reste des orques. Le clan Bloodaxe a pour emblème deux qui-coupes croisés, auxquels se superpose parfois un crâne stylisé. Les glyphes des blancs Bloodaxe sont très variés. Sur une bande de guerre, on peut retrouver des motifs de camouflage, et ils présentent des haches, des crocs, des balafres, des crânes et des poignards. Bien sûr, même si les bandes de guerre Bloodaxe ne sont pas uniquement composées de ces groupes spécialisés, ils s'efforcent d'éviter de se faire tirer dessus, tout en courant, en hurlant à travers le champ de bataille. Et cela contrairement à la plupart des orques. Les Bloodaxe préfèrent combattre leur ennemi au corps à corps, et ils utilisent la furtivité pour les atteindre comme on l'a dit avant. Donc pourquoi est-ce qu'ils iraient hurler « Wag » parce qu'ils sont en train d'arriver? Ça n'aurait aucun sens. Et c'est pour ça que les orques se fichent d'eux. Parce que pour eux, c'est pas logique. Il faut crier wag si tu vas sur quelqu'un pour le battre. Voilà, c'est logique. Ils optent souvent pour une approche silencieuse, ou du moins relativement moins bruyante, privant leur cible de toute chance de tirer et les étripant avant qu'ils ne sachent que la bataille a commencé. Un état de fait qui est souvent la cause d'un terrible choc pour leur adversaire, qui refuse tout simplement de croire que des orques soient capables du moindre embryon de stratégie avant qu'il soit trop tard. Au combat, ils utilisent des tactiques propres à une armée professionnelle, par opposition à la marée de violence habituelle des orques, en se servant d'escouades modérément organisées, plutôt que des bandes et en recourant à des tactiques de base, comme des tirs de couverture. Ouais, mais aussi des feintes, des déplacements décalés, et même à l'occasion, des ruses astucieuses. Ainsi, les Bloodaxe tentent fréquemment des embuscades à leurs ennemis, utilisant des terrains denses comme des jungles, des ruines ou d'autres zones confinées pour se rapprocher du combat au corps à corps, avant que leurs ennemis ne puissent réagir. Mais les Bloodaxe vont aussi utiliser des unités leurres de temps en temps, attirant justement les forces ennemies hors de leur position pour exposer des points faibles qu'ils peuvent exploiter. En cas de forte infériorité numérique, les Bloodaxe battent parfois en retraite, se dispersant pour se mettre à couvert s'ils rencontrent une résistance exceptionnellement impressionnante. Et ils le feront avant de se regrouper pour frapper à nouveau si l'occasion se présente. Et évidemment, les boss de guerre Bloodaxe ont une meilleure compréhension de la stratégie que leurs homologues des autres clans, et savent coordonner une frappe de Takajet avec une offensive au sol, ou ils savent aussi comment envoyer des commandos en mission secrète pour couper les lignes de communication et faire sauter les dépôts de munitions, ce qui ne ressemble pas à la tactique orque, je le répète. Cette maîtrise tactique signifie que leurs bandes de guerre comprennent de l'infanterie mécanisée ou non, appuyée par des blindés, des batteries de canons et des escadrilles de flyboys, donc des mecs avec des jetpacks. Tandis que leur capacité peu commune pour des orques à frapper et à disparaître leur a permis plus d'une fois d'affaiblir, de désorienter et même d'écraser totalement une armée entière d'un ennemi. Cette caractéristique les rend particulièrement dangereux auprès de quiconque fera l'erreur de croire que les Bloodaxe ont une conception de la tactique aussi rudimentaire que les autres clans orques. En vérité, certaines des WAG, les mieux planifiées et les mieux exécutées de l'histoire impériale, ont eu un Bloodaxe à leur tête, ou près du commandant. Enfin, près du chef de guerre, pardon. Le clan Bloodaxe n'a pas de couleur dominante, mais il préfère les couleurs sourdes pour leurs vêtements et leurs équipements, le noir et le vert étant prédominants, ainsi que de nombreux motifs et couleurs de camouflage, tous fabriqués par eux-mêmes ou volés aux forces ennemies. Mais attention, malgré qu'il n'y ait pas réellement dans le lore, en tout cas à l'époque, de couleurs de prédilection pour les Bloodaxe, on les voit quand même souvent en rouge, mais on pourra aussi les retrouver très souvent en brun. En réalité, ça dépend vraiment, en fait, de leur idée. Comme je l'ai dit, ils ont besoin de se camoufler. Donc se mettre toujours en rouge, c'est pas forcément la meilleure des solutions, parce que c'est pas le but. Bien qu'ils soient les seuls parmi les clans orques à utiliser du camouflage, et qu'ils comprennent que ces motifs servent à dissimuler les guerriers, les Bloodaxe attachent une valeur symbolique plutôt que véritablement pratique à une telle mesure. Ils ne comprennent pas pourquoi ça fonctionne, mais ils savent que ça fonctionne.
Ils restent complètement cons, hein, ça reste des orques. Cela signifie qu'un groupe de boss peut avoir un éventail vertigineux de motifs de camouflage criards, différents, et tout au sein de leur bande. Et d'ailleurs, dont aucun n'est généralement adapté à l'environnement dans lequel ils se battent, parce que certains, ils vont aller dans une jungle, et puis ils seront camouflés en trucs désertiques. Ça n'a aucun sens. Mais c'est des orques, donc ça marche. Il leur arrive également de doter leur véhicule de camouflage extrêmement bizarre, car ils estiment que plus un camouflage est surchargé, et mieux le véhicule sera dissimulé. Il est donc difficile d'évaluer l'efficacité de telles techniques de dissimulation, mais quiconque a vu un crabouilleur de 15 mètres de haut orné de rayures bleues électriques sur fond rouge foncer vers lui n'est pas prêt d'oublier cette vision d'horreur. Bon, de toute façon, cela n'a pas vraiment d'importance, car peu importe le type de camouflage qu'il porte, et peu importe les branches, les morceaux de mousse, les bouts de métal et autres qu'ils s'attachent pour essayer de se camoufler, parce que oui, des fois ils vont même aller jusqu'à les clouer et à les coller, voire les épingler, eh bien le camouflage leur permet de rester cachés, aussi longtemps qu'ils le pensent. La bannière des Bloodaxe représente des haches croisées, avec des lames sanglantes, et dans un cercle vert foncé, sur une bannière noire. Mais en plus du cycle de leur hache, leur bannière contient souvent d'autres icônes vantant leur ruse et leur sournoiserie. Car je le rappelle, ils sont très fiers d'être plus doués et plus intelligents que les autres orques. Quoi? Ça, non, je l'ai depuis toujours. Bah oui, la peinture est pas sèche, c'est ma couleur préférée. Je te le vends si tu veux, c'est une affaire. Les orques des clans Deathskull sont rusés, chapardeurs, indignes de confiance, bornés et sournois. En gros, c'est des putains de fourbes. Ceci étant dit, ils sont impitoyables quand il s'agit de piller le champ de bataille et fabriquer des armes et des tanks avec leur butin. Les Deathskull sont superstitieux et cupides à l'extrême, et croient que divers talismans et charmes leur permettent de manipuler leur destin. D'après beaucoup de sources, ils seraient superstitieux. Cela provient d'une part de leur approche toute personnelle de la propriété, qui leur a valu une réputation tout à fait méritée de vauriens et de voleurs. Quand on pille autant que les Deathskulls, le moindre coup de pouce est bon à prendre. Et d'ailleurs, ils sont parfois appelés les chancebleues. Et cela parce que tous les orques pensent que le bleu est la couleur de la chance. Mais les superstitieux Deathskulls y croient encore plus que tous les autres orques. Ils se couvrent de peinture de guerre bleue avant chaque bataille, en veillant à marquer leur véhicule de la même sorte. Et évidemment, cette habitude a toujours lieu. Et cela sur des véhicules nouvellement à récupérer, pour ne pas dire voler, étant donné qu'ils vont récupérer justement plein de véhicules appartenant à d'autres clans, d'autres factions de Warhammer 40 000. Par exemple, Astra Militarum avec le Rogue Aldorn. Ils vont les voler, et ensuite les repeindre en bleu comme si c'était les leurs. Voilà. Les orques. Pour les orques du clan Deathskulls, possession est égale à titre. C'est-à-dire qu'une possession fait de vous quelqu'un d'important. Plus vous avez de choses, plus vous êtes riche d'un certain point de vue. Ils sont d'horribles pilleurs, détrousseurs, emprunteurs. Je tiens à rappeler que c'est un mot qu'ils utilisent, pas le nôtre. Et en gros, c'est des simples profiteurs qui, cherchent toujours à récupérer tout ce qu'ils peuvent, car ils sont bornés, sournois et dénués de toute morale, et ils jouissent ainsi de réputation bien méritée, comme on l'a dit, de voleurs, mais aussi de petits filous. Et je parle pas des petits filotus. Ils savent mieux que quiconque que ratisser un champ de bataille est important pour le piller, et ils sont tout aussi efficaces quand il s'agit de détrousser leurs congénères. Ils sont d'ailleurs bien connus pour leur réticence à restituer quoi que ce soit. Toujours prêts à ne pas payer leur juste part ou dépenser leur argent alors qu'un objet convoité peut simplement disparaître comme par enchantement, et cela avec un minimum d'effort, les Deathskulls suscitent presque autant de méfiance chez les congénères orques que les Bloodaxe. Mais cependant, alors que la mauvaise réputation des Bloodaxe est totalement injustifiée, les Deathskulls méritent totalement la leur. Lorsqu'ils ne pillent pas les corps sur le champ de bataille, d'ailleurs qu'ils soient orques ou non, qu'on soit bien d'accord, on peut les trouver soit en train de se battre ou de se quereller entre eux pour des objets trouvés, soit en train de voler aux uns et aux autres tout ce qui n'est pas cloué au sol. Ils échangent donc ou vendent une partie de ce qu'ils récupèrent à d'autres orques, ou le transforment en matériel de guerre amélioré, mais la majorité de leur butin est simplement amassé et entassé, si je puis dire. Tout ce qui, d'après un orque, et je cite, Pourrait peut-être servir plus tard. est mis de côté et conservé dans une ou plusieurs cachettes, qu'il s'agisse d'objets utiles comme des armes, des armures ou des bibelots à la con, des porte-bonheur par exemple, et des trucs un petit peu étranges dont l'utilité ou la provenance est totalement inconnue, mais c'est stylé donc ils les gardent. Voilà. Un Deathskulls d'ailleurs n'hésitera pas à voler le flingue préféré de n'importe quel autre orc ou le buggy pour le repeindre en bleu, d'ailleurs les buggy c'est des véhicules quoi, et il le customisera
assez rapidement quand même, et il va le revendre ensuite à son ancien propriétaire, comme s'il était neuf. Ouais. Les orques qui visitent les camps des Deathskulls, à la recherche d'un objet en particulier, voire de quelque chose que les Deathskulls leur auraient dérobé, eh bien ces mêmes orques repartent généralement les poches vides. Car les Deathskulls ont un talent inouï pour voler un orc, tout en marchandant avec lui. Et d'ailleurs, cela en dit extrêmement long sur l'intelligence moyenne de ces orques du clan Deathskulls. Qui plus est, les accuser de vol est rarement une bonne idée, et plus d'un orc a connu une fin déplaisante après avoir lutté avec un des Deathskulls, et il aurait découvert, un peu trop tard d'ailleurs, que celui-ci avait dérobé absolument toutes ses grenades et tous ses équipements. Comprenez bien que ce don pour connaître la valeur de la ferraille et son éventuelle utilité, combiné à une aptitude technique naturelle, ferait des Deathskulls les ingénieurs prééminents de la race orque, si ce n'est de leur capacité d'attention radicalement court, qui justement ne dure généralement que le temps nécessaire pour voler un objet, car leur obsession pour un objet expire généralement dès qu'il est en leur possession. Malgré leur nature de voleurs et complotistes, les Deathskulls produisent un nombre démesuré de mécanos dans leur rang, donc les mécaniciens orques. S'ils ne sont guère populaires auprès des victimes de leur larcin, les Deathskulls sont bien vus des mecs, car ils leur apportent sans cesse des quantités titanesques de matériel. En effet, les mécanos occupent une place de choix au sein du clan, car ce sont ces orques, astucieux, qui assemblent des grandes quantités de ferraille et de bidules pour fabriquer les armes mortelles, les chars, les buggy et autres équipements plus ou moins divers, qui, je tiens à préciser, seront toujours couverts de peinture bleue. Et c'est d'ailleurs évident pour les Deathskulls, car oui, ils sont extrêmement friands de tout objet de collection. Bien qu'ils puissent créer tout ce qu'ils imaginent à partir de la ferraille apportée par leurs congénères, les mécanos Deathskulls sont peut-être plus connus pour leurs armes combinées, incroyablement dangereuses, qu'ils créent à partir de piles d'armes dépareillées qui ont tendance d'ailleurs à traîner dans leurs ateliers. Étant donné la définition très floue que les Deathskulls donnent à leurs propriétés privées, il n'est pas étonnant qu'on trouve parmi eux autant de pillards, aussi appelés les Lutaz orques. Et ceux des autres clans sont accueillis à bras ouverts par les Deathskulls, car ils les considèrent comme des frères d'armes, d'ailleurs étrange pour les orques. Cela signifie également que les bandes de guerre Deathskulls alignent de grandes quantités de daka, donc d'armes, sur le champ de bataille. Et cela afin de mieux réduire les véhicules et l'équipement de l'ennemi en pièces détachées, faciles à piller. Les Deathskulls utilisent également de nombreux véhicules ennemis volés, et il n'est pas rare de voir une colonne blindée orque composée non seulement de camions et de chariots de guerre, mais aussi de Leman Russ, de Rhino et de Predator récupérés à l'espèce marine, et encore beaucoup d'autres véhicules de combat blindés, ésotériques auxquels ont été clouées de nombreuses améliorations orques. Et je tiens vraiment à mettre des gros guillemets sur le mot amélioration, c'est leur vision de la chose. Et tout cela en plus d'être couvert de peintures et d'iconographie barbares typiques des orques. Lors d'engagements plus longs, on a vu des Baneblades, des restes de chars lourds, et même parfois des titans arborer le crâne cornu des Deathskulls. Ouais, des titans orques. Les seuls orques qui aiment utiliser des véhicules de combat, autant, si ce n'est d'ailleurs plus, que les Deathskulls, eh bien seraient les Evil Sons, qui adorent tout ça. Mais au combat, les bandes de guerre Deathskulls possèdent souvent des armes, des véhicules et des machines de guerre étranges et extrêmement inattendues par l'ennemi. Par exemple, ils ont des champs d'énergie et des Tela, Teplula, donc les fameux téléporteurs orques, et c'est d'ailleurs les outils parfaits pour eux, car ils peuvent utiliser un Tela, Teplula pour aller voler les adversaires, les ennemis, pour récupérer leurs marchandises, leurs armes, et ils se cassent, et ils font des allers-retours, et ils récupèrent toutes leurs armes. C'est les connards. Et d'ailleurs, tous ces équipements donc de téléportation, etc., de champs de force d'énergie, d'après les rumeurs, seraient soit construits par des orques, donc des mécano-orques, ou probablement volés par les orques. Et l'apparition soudaine d'une pièce particulièrement puissante peut parfois renverser le cours d'une bataille. Alors imaginez s'ils peuvent se téléporter derrière un ennemi afin de récupérer leurs équipements. Ouais, et ben ça peut changer le cours de toutes les batailles. Et c'est pour ça que les orques sont l'une des factions les plus puissantes, mais pas assez mis en avant malheureusement dans les bouquins dernièrement. Qu'il s'agisse d'une ruse astucieuse ou d'une simple chance due à leur utilisation abondante de pigments bleus, comme les Deathskulls d'ailleurs semblent penser, cela dépend entièrement du point de vue de l'observateur. Les bandes Deathskulls sont souvent accompagnées de Bizarre Boys, donc les fameux mages orques, dont les étranges capacités psychiques renforcent encore leur prouesse naturelle au combat rapproché. Les mécanos les plus aventureux et agressifs se joignent aux Deathskulls, et cela sur le champ de bataille pour souvent commander des bandes de pillards et de batteries de canons afin de pulvériser toutes les cibles qu'ils ont à leur choix. Le glyphe des Deathskulls est un crâne cornu en blanc,
et aussi en bleu, qui serait donc leur porte-bonheur. Les damiers et les clés de mécano sont également très populaires. Les Deathskulls emploient des glyphes de bande pour mieux identifier à qui appartient quoi. Cependant, les Deathskulls voient la bataille comme un processus en 2 étapes, et considèrent les combats comme une étape nécessaire avant un pillage. Cela ne veut pas dire pour autant qu'ils apprécient moins la bagarre que les autres orques, ça c'est évident, mais c'est juste qu'ils préfèrent passer leur temps à choisir les tanks, les armes et le matériel dont ils vont s'emparer une fois que la poussière sera retombée d'un combat. En effet, c'est après le combat que les boys déploient tout leur effort et dépouillent tous les cadavres, des bandoulières de munitions jusqu'au moindre lacet de chaussures, et beaucoup des Deathskulls vont ensuite exhiber leurs trophées, comme par exemple des scalps ou des crânes de leurs victimes. Mais ils ne se contentent pas de détrousser les cadavres, car les épaves de tanks seront totalement pillées, les transports blindés seront tous récupérés, ainsi que les aéronefs, donc tout vaisseau aérien, et c'est un petit peu le paradoxe des Deathskulls. Est-ce qu'ils vont piller tous les équipements de véhicules, ou est-ce qu'ils les récupéreront pour, justement, avoir plein de pièces détachées? Eh ben ça dépend simplement de l'envie du Deathskulls. Les Deathskulls sont un peu la fourrière des orques, vous allez me comprendre. En gros, ils attachent d'épais chaînes rouillées à leurs véhicules, et vont ensuite tracter les épaves encore fumantes, ou alors ils vont tracter des filets remplis de débris jusqu'à leur camp, où tout cela sera démonté pour en récupérer les pièces, ou amener à l'atelier de mec le plus proche, qui tentera de les remettre en état. À de nombreuses reprises, les ennemis ont été stupéfaits de voir des véhicules perdus au combat, et être réutilisés contre eux par des Deathskulls. Et ces derniers lançaient des insultes depuis les tourelles de leur engin, tout en massacrant les anciens propriétaires. Les orques sont la meilleure faction, je m'en bats les couilles. Il n'est donc pas rare qu'une bande de Deathskulls sorte les clés à molette et les pinces Monseigneur pour démonter les chars d'assaut et fortifications ennemies en pleine bataille. C'est particulièrement traumatisant pour les équipages et les garnisons qui auraient le malheur d'être encore à l'intérieur. Et ce n'est que lorsque le butin est ramené au camp que commencent les inévitables bagarres. Lorsque les Deathskulls tentent simplement de se voler ce qu'ils ont volé à leurs ennemis. Comprenez bien que les Deathskulls sont incroyablement superstitieux, et bien plus que les Evil Sunz sont par exemple accros à l'adrénaline, car les Deathskulls considèrent le bleu comme une couleur porte-bonheur comme on l'a vu avant, mais aussi qui protège du malheur et de la malchance. Et c'est pour cette raison que des empreintes de main et des taches de nombreuses nuances de bleu sont couramment utilisées et donc appliquées sur tout ce que possèdent les Deathskulls, qu'il s'agisse d'armes, d'armures, de véhicules ou de simples équipements de tous les jours. Ils le font pour tenter de conjurer le sort, mais aussi pour en revendiquer la possession. Ils vont jusqu'à peindre leur fière peau verte en nuances de bleu, car ils croient que ça va leur éviter de prendre des dégâts quand ils se battent. Ils vont éviter les coups par magie. Ça évitera d'ailleurs tout accident, blessure et même des maladies. Ils sont hyper superstitieux les gars. En gros les Deathskulls c'est les complotistes de 40K. You are fake news. Donc oui, comme on l'a vu, les orques adorent utiliser, et principalement donc les Deathskulls, adorent utiliser des peintures bleues partout, mais pas que. Ils utiliseront des sortes de mâts, un petit peu comme des drapeaux de pirates, pour hisser leurs couleurs. Et justement, comme toutes les autres idées un petit peu étranges adoptées par les orques, ou toute pièce d'équipement déroutante qu'ils portent sur eux, eh bien sont peintes d'une couleur ou d'une autre, eh bien ces couleurs semblent réellement avoir un impact sur l'objet ou sur l'orque en question. Et ça, je le rappelle encore une fois, mais pour les autres factions, ça n'a aucun sens. Mettre une couleur, si je mets du blanc, peut-être que ça me rendrait un peu plus joyeux que de mettre du noir, mais là c'est un niveau psychologique sur les orques qu'ils y croient tellement que cela se passe. Les orques, en termes de fun, niveau des factions de Warhammer 40 000, c'est de loin la plus fun pour cette raison-là. Ils ne se prennent jamais au sérieux parce qu'ils n'y arrivent pas, ils ne savent pas le faire. Ils sont très naïfs, très cons, et s'ils croient quelque chose, du coup ça se passe. C'est phénoménal, c'est vraiment des enfants sur pattes. C'est comme s'ils croyaient tous au Père Noël et que du coup dans leur tête il existe. Et donc, il existe vraiment pour eux. Mais sauf que pour les autres factions, il existerait aussi le Père Noël, tellement ils y croient. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Deathskulls, d'après leurs croyances, sont beaucoup plus chanceux que les autres orques. Parce qu'au final ça s'applique réellement, et leur équipement fonctionne directement beaucoup mieux que les autres orques. Les Evil Sunz aiment 2 choses par-dessus tout. Aller vite et casser les trucs. C'est pour ça qu'on est les mieux. Les orques du clan Evil Sunz éprouvent la pulsion insoutenable de voyager aussi vite qu'ils le peuvent. Et cela, peu importe si cela consiste à faire des courses à tombeau ouvert autour de camps de leur tribu, à lancer leurs motos et leurs bolides droit dans la bataille, ou à faire partie d'une immense wag zébrant la galaxie pour en faire la conquête. D'après les Evil Sunz, si ça va vite, que c'est surarmé et peint dans un rouge criard, alors ces derniers en auront probablement déjà 3.
et brûleront d'envie d'en avoir un quatrième de ces objets. Et il y a une citation très connue parmi les orques de ce fameux clan, qui est « Ce qui est rouge va plus vite. Les Volsons croient fermement au vieil adage orc « Ce qui est rouge va plus vite ». La plupart prétendent que le besoin de vitesse coule dans les veines, et les orques de ce clan veillent à repeindre en rouge absolument tous leurs véhicules. Et dans les cas des orques les plus ambitieux de ce clan, ils iront jusqu'à peindre leurs balles. Ça fait beaucoup de peinture rouge. Comme ça, ils ne manqueront pas leur cible. En effet, il semble que tout véhicule peint en rouge voit sa vitesse augmenter de manière assez impressionnante. Et cela est un fait qui déconcerte les observateurs impériaux, car ils peuvent pas vraiment l'expliquer. Aucun clan n'égale les Evolsons en termes de vitesse pure, car ces orques sont totalement obsédés par l'idée d'acquérir le véhicule le plus rapide, le plus puissant qu'ils puissent trouver, puis de foncer sur le champ de bataille en hurlant comme des fous furieux. Pour faire simple, les orques du clan Evolson sont des accros à la vitesse. Ils comptent parmi les pilotes et les chauffeurs les plus audacieux de la galaxie, et les prouesses des Evolsons expérimentés dans le cockpit ou derrière le volant font facilement le poids face à n'importe quel pilote de la marine impériale ou conducteur de chars de l'Astra Militarum. Naturellement doués pour le pilotage, les Evolsons sont irrésistiblement attirés par les véhicules rapides et bruyants dans lesquels ils peuvent prendre place. Qu'il s'agisse de buggy, d'énormes motos de guerre ou d'aéronefs, les Evolsons dépenseront inévitablement jusqu'à leur dernière dent pour se les payer. En gros, les KK Tuning de Warhammer 40 000, bah c'est les Evolsons, voilà. On connaît tous un KK Tuning dans notre vie. On a tous ce pote Evolsons, on a tous ce KK Tuning dans notre vie. Moi j'en ai un en tête. Si un Evolsons vit assez longtemps, il finira par acquérir son propre engin mécanique, rapide et dans le ton le plus rouge des rouges, qu'il achètera à l'aide de ses dents, comme on l'a dit, et il les aura patiemment accumulés, ou peut-être même empruntés, enfin plutôt volés à un autre membre de son clan, en lui pétant la gueule. Et les Evolsons les plus riches peuvent même s'offrir les services d'un mécano afin de customiser leur engin, en lui donnant par exemple plus de roues, un moteur plus puissant et un turbo extrêmement puissant. Un assortiment ahurissant de bécanes chenillées, de dragsters, de téléporteurs, de bolides hérissés de canons, de camions surchargés et autres cauchemars à roues, eh bien sortent tous des ateliers des mécanos du clan Evolsons. Tous customisés avec un étrange attirail amélioré, personnalisé, rempli d'armes, de tout plein de choses qui peuvent vous détruire, vous tuer en un instant. Tout ce qui peut améliorer la vitesse du véhicule intéresse les Evolsons. Il n'est donc pas rare de voir des ailes attachées à des motos de guerre, quand même vachement ambitieux, mais aussi des réacteurs vissés à l'arrière d'un camion, donc un réacteur des fois d'avion, voire des moyens de propulsion totalement illogiques, comme des roues à squig, donc je rappelle les squigs c'est les bêtes rouges là, hein, qui ressemblent à des chiens aliens, mais ils utiliseront aussi d'immenses hélices ou des moteurs à mélange d'huile de squig. Pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'ils peuvent mettre de l'huile de squig, dites-vous bien que les squigs génèrent une sorte d'huile grâce à leur corps. Voilà, c'est du lubrifiant, en gros, mais ça vient d'un animal, comme la graisse animale, en gros. Évidemment, tous ces véhicules ont d'autres équipements extrêmement étranges, voire même dangereux. Ils auront ce qu'ils appellent des éclateurs crépitants qui vont pouvoir fondre le métal des véhicules ennemis, des perceuses de proue, des boutons qu'ils appellent des boutons plus vite. Ça reste des orques, donc le langage n'est pas forcément très malin, hein. Et aussi des allumes-cigares de crottes de squig. Je vous laisse le temps de digérer cette information. Voilà, maintenant que les cauchemars sont faits, on peut continuer. Si un Evolsons ne possède pas d'un véhicule personnel, il n'a pas d'autre choix que d'embarquer à bord d'un des camions ou de chariots de guerre des boys du clan. Et il le fera pour foncer à la guerre avec le vent sur le visage et le rugissement des moteurs aux oreilles. Les Evolsons, les plus jeunes ou les plus pauvres, sont obligés de combattre à pied et se ruent vers l'ennemi aussi vite qu'ils le peuvent. Et cela en hurlant des cris de guerre à plein poumon, au milieu de la fumée âcre des engins de sa bande de guerre. Les Evolsons font partie des pauvertes les plus naturellement doués pour la mécanique, surtout lorsqu'il s'agit de leurs camions, buggy et chariots de guerre bien aimés. Le rugissement d'un moteur puissant, le vrombissement d'un compresseur qui tourne, le bruit des chenilles et le crissement des pneus sont la plus belle des musiques, et l'odeur du carburant et du caoutchouc brûlé est plus enivrante que le plus doux des parfums pour ces accros à l'adrénaline. Ils sont toujours en train de modifier et de bricoler leur véhicule.
de monter des moteurs toujours plus gros et des armes toujours plus puissantes. Leur amour de la vitesse conduit la plupart des Evil Sons à rejoindre le culte de la vitesse. Et il s'agit d'un groupe d'orques qui se fait appeler les fondus de la vitesse, ou les accros de la vitesse. Ces pilotes et conducteurs de bolides extrêmement étranges aiment le défi et le danger de la conduite à grande vitesse, où la moindre erreur est synonyme de mort. Bon, généralement une mort rapide, violente et hurlante, accompagnée d'une énorme boule de feu. Ça reste quand même des gars qui sont dans des véhicules complètement incendiaires. Tous les fondus de la vitesse ne font pas partie des Evil Sons, mais la vaste majorité des Evil Sons deviennent un jour des fondus de la vitesse. C'est une sorte d'achievement en fait, c'est une sorte de récompense de la vie, un objectif. Les Evil Sons ont une capacité d'attention notoirement courte, même pour un orc, et ils privilégient la vitesse et la clameur par-dessus tout, et sont constamment en train de bouger. Même dans les rares moments où ils sont à pied, les orques des Evil Sons sont une foule de hurlements, de rires, d'agitation, de bagarres et d'énergie à fleur de peau. Et cela toujours à la recherche d'un moyen pour se défouler. Les Evil Sons ne restent jamais longtemps au même endroit, et cherchent sans cesse de nouvelles victimes à massacrer. Au combat, ils sillonnent le champ de bataille en renversant l'infanterie, en percutant d'autres véhicules et en enfonçant des fortifications. Ils causent autant de dégâts que possible dans une zone, puis font soudainement demi-tour et se dirigent vers une autre partie du champ de bataille pour causer davantage de dégâts dans leur véhicule. En effet, les membres de ce clan ont tendance à abandonner la bataille lorsque les combats principaux sont terminés, ou à quitter une ville incendiée s'il n'y a plus d'habitants à tuer. Les Evil Sons adorent traquer une proie, car cela leur donne l'occasion de pousser à fond sur la pédale des gaz. Les ennemis qui fuient devant les Evil Sons ou pratiquent leur tactique de guérilla comprennent vite l'erreur qu'ils ont commise, car ils se retrouvent souvent à participer malgré eux à une course à la mort contre des orques extrêmement fous du volant, et sont inévitablement renversés par des orques frénétiques, même lorsque ces maniaques de la vitesse leur auront laissé de l'avance. Le glyphe du clan Evil Sons est un visage orc stylisé, au centre d'un soleil rouge flamboyant. Ces figures sont souvent ornées de flammes ou de pointes. Les glyphes des bandes Evil Sons présentent des éclairs, des flèches et des crânes enflammés, illustrant leur rapidité et leur puissance destructrice. Ces orques qui adorent la vitesse ont généralement pris le chemin le plus direct entre eux et leurs ennemis, de préférence à bord d'un véhicule rapide et embrayant à tue-tête comme on l'a dit précédemment. Et pour comprendre cela, en fait, à la différence des autres orques, ils ne choisiront pas la subtilité, ils ne choisiront pas de récupérer des objets sur leurs ennemis qu'ils ont tués, ils sont là uniquement dans le but de recevoir de l'adrénaline. C'est uniquement une drogue pour eux. Et ils vont même pas récupérer les dents des orques peut-être morts, parce qu'en fait, avec leur véhicule, s'ils ont fini le combat, ils peuvent se dépêcher d'aller à un autre combat de l'autre côté. En gros, ils seront toujours en train de se battre avec des nuages de fumée autour d'eux, étant donné qu'il y aura de la fumée, du gaz, plein de choses qui sortent de leur pot d'échappement, probablement des morceaux de métal aussi, il faut le dire, parce que ça reste des inventions orques. Ces véhicules sont pas forcément de l'ingénierie pure et dure. Et à savoir que les armées de l'Imperium ont assez beaucoup de soucis quand ils affrontent les Evil Sons. Et en soi, c'est totalement logique, car les engins dopés des orques leur permettent de contourner absolument tous les chars qui sont extrêmement lents. Parce que oui, l'Imperium utilise la garde impériale, donc l'Astra Militarum, avec des tanks incroyablement puissants, mais pas rapides. Une des tactiques favorites des Evil Sons consiste donc à charger l'ennemi et à traverser sa formation, avant de répéter le processus. Donc ils vont aller au milieu des tanks ennemis de l'Astra Militarum et bousiller tout le monde. Les formations absolument illogiques de motos de guerre, de buggy et de camions opèrent ainsi de la façon d'une cavalerie en fait. Ils profitent donc de leur agilité pour esquiver l'adversaire, tandis que les orques à bord hurlent et font feu sur tout ce qui bouge. Ils pourront même utiliser des kikoupes, donc les épées et les haches, simplement des orques, pour trancher les mecs au passage. Et cette tactique est extrêmement dévastatrice contre les armées les plus statiques, et surtout stratégiques, qui ont justement du mal à réorienter leur ligne de tir, ou à manœuvrer pour engager les orques avant que ces derniers ne prennent leur position défensive à revers. Puis ensuite, traversent à nouveau leur dispositif, jusqu'à ce que l'ennemi perde toute cohésion. Donc sans le savoir, sans être réellement intelligents, ces orques des Evil Sons ont l'une des tactiques les plus puissantes, mais sans le savoir, car ils restent très naïfs, très cons. En fait, ils sont très instinctifs, les orques, comme on a pu voir avec chacun de ces clans. Et vous allez voir que les prochains, juste après, sont tout autant instinctifs et font des choses sans vraiment se rendre compte de leur puissance ou de leur débilité. Même des forces extrêmement mobiles, comme les cadres de chasse Tau ou les pillards Drukhari, donc les Eldar noirs, ont du mal à contrer
Les fondus de la vitesse des Evil Sons, qui sont juste en fait des putains d'accros de la vitesse qui vont mais défoncer tout le monde, car ils vont justement détruire absolument toute unité qui n'est pas assez rapide. Parlons maintenant justement un petit peu des couleurs qu'arborent les Evil Sons. Les Evil Sons arborent principalement du rouge, bordé de carreaux rouges et blancs. L'utilisation de la peinture rouge est donc une tradition issue d'un ancien rite orc consistant à badigeonner sa monture du sang de ses ennemis. Si le sang est toujours utilisé par les Evil Sons les plus anciens et les plus traditionnels, dans l'usage moderne, le sang a fait place à une peinture épaisse, rouge vive ou cramoisie, dont l'application est devenue une sorte de superstition, car tous les orques sensés savent que les véhicules peints de la sorte, ainsi que les orques qui eux-mêmes sont badigeonnés en rouge, vont aller plus vite. Et oui, même eux. Lorsqu'ils se lancent dans la bataille, les Evil Sons affichent leur bannière sur chaque camion, bécane, chariot de guerre et même sur leur vaisseau. Et son arrivée sur le champ de bataille signifie très souvent, si ce n'est toujours, qu'un assaut extrêmement bruyant et frénétique est sur le point d'arriver. Les Evil Sons sont en route. D'ailleurs, petite info assez intéressante vis-à-vis des Evil Sons, en tout cas on va dire petite anecdote sur le sujet quoi, ils sont l'une des factions, plutôt l'un des clans orcs les plus appréciés par la communauté Warhammer 40 000. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire vous, en commentaire, quel est votre clan préféré. Je lirai absolument tous vos commentaires. On est les meilleurs, t'es pas Dak? Viens le dire ici si t'es un orc. Les Goths se considèrent comme les orques par excellence, les plus forts et les plus rudes d'une espèce forte et rude. Ouais, la tournure des phrases de 40K est toujours pépito. Grand, violent, brutalement direct et se désintéressant totalement de tout ce qu'ils considèrent comme étant dérisoire, les Goths se regroupent en vastes hordes et partent au combat pour écraser sans pitié tous les ennemis. Et c'est un spectacle assez terrifiant à voir lorsqu'ils frappent en une marée incessante de violence verte. Le carnage qu'ils sèment chez l'ennemi est absolument inconcevable et inquantifiable. A savoir que la férocité de leur impact est totalement inimaginable. Même quelqu'un qui vous raconte une campagne de guerre, donc une WAG orc, face à des Goths, ne pourra jamais vous faire ressentir la terreur que tous les humains ont pu ressentir à ce moment-là. Il y a une citation venant des Goths que j'adore qui est « Pas de chichi !» Les Goths sont les plus gros, méchants et féroces de leur espèce. Ils se préoccupent guère de ruse ou de stratégie et préfèrent foncer à travers le champ de bataille en une marée verte rugissante. Une fois qu'ils sont au corps à corps, les Goths vous auront déjà submergé absolument de toutes parts. La robustesse, la méchanceté et la sauvagerie sont les caractéristiques les plus appréciées des clans orques. En effet, un orc n'a besoin que d'être grand, coriace et suffisamment ambitieux pour prendre le pouvoir et gravir les échelons. Dans cette société où la force fait loi, les plus puissants sont les grands orques du clan Goth. Et d'après beaucoup d'entre eux, il s'agit du plus grand des clans des peaux vertes, tant qu'en taille, mais aussi en volume, et d'une sauvagerie inégalée. Les Goths sont l'archétype de l'orc. C'est les orques du clan Goth qui viennent à l'esprit lorsque l'on parle des peaux vertes dans les camps et les salles de guerre de la garde impériale, mais aussi dans toute l'Inquisition, dans tout l'Imperium. Et le monstre avec lequel les parents de tout l'Imperium menacent leur enfant désobéissant. Imaginez donc les orques du clan Goth comme une sorte de croque-mitaine, une légende urbaine qui fera peur aux enfants pour qu'ils obéissent aux parents. Leur taille, leur sauvagerie et leurs ambitions en font des leaders naturels parmi tous les orques. Et les Goths comptent dans leur rang certains des boss de guerre les plus infâmes et les plus brutaux de l'histoire. Des brutes de grande renommée, dont la légendaire Ghazghkull Maguruk Traka, dont j'ai fait une vidéo juste en haut, ont porté la livrée noire et blanche du clan Goth. Et la plupart des petits groupes de guerriers qui réussissent dans la galaxie sont dirigés par ces brutes au mauvais caractère. Les Goths sont également extrêmement rigides et totalement dépourvus d'humour, ce qui crée des tensions avec les autres clans orcs qui ont tendance à être un petit peu plus stupides, et aussi plus décontractés. En gros, ces orcs se prennent beaucoup plus au sérieux et sont peut-être un petit peu plus totalitaires. Leur caractéristique principale, outre leur mauvaise attitude générale, voire leur mauvaise foi, est peut-être leur taille. Car les Goths ont le bras bien plus long et l'épaule plus large que presque tous les autres orques. En gros, c'est les Jim Bro du monde des orques. Et grâce à leur portée et à leur immense force en endurance, ils peuvent frapper bien plus fort, et donner bien plus de coups de poing, et survivre à tous les ennemis. Bon, sauf évidemment les plus coriaces, tels que les frères de bataille des Space Marines. Ce qui quand même en fait des bagarreurs et des combattants de mêlée puissants, et incroyablement compétent. Si un orc est capable en 1v1 de tuer un Space Marine,
il s'agira tout de même d'un goff. Mais c'est quand même assez rare, attention. Les goffs qui ont une forte tendance à la brutalité sont toujours prêts à se battre. Lorsqu'ils ne sont pas directement aux prises avec leurs ennemis, ils se battent entre eux ou contre d'autres clans. Les goffs se considèrent bien au-dessus des autres clans, comme on l'a vu, mais ils sont aussi persuadés que cette autorité leur a été conférée par Gork en personne. Pour ceux qui ne savent pas, il y a 2 dieux orques. J'ai fait une vidéo sur les orques il y a longtemps, mais pour résumer, Gork est le dieu brutal mais rusé, et Mork est le dieu rusé mais brutal. C'est hyper important comme nuance, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Donc Gork, en gros, c'est celui des bourrins, et Mork, ce sera celui des mécanos et des Gretchen, un petit peu plus intelligent, mais moins brutal. Les boss de guerre et les nobs goths comptent quant à eux parmi les plus redoutables représentants de leur genre, car leur propension à taper sur la tête de leurs congénères les prédispose au commandement. Les goths ont également une réputation terrible dans l'arène, bien qu'ils pensent que gagner des dents lors d'un combat n'est qu'un bonus, car tout goth qui se respecte dira à ses boys que se battre pour des dents ne devrait pas les empêcher de casser la figure des autres gratuitement. Le taux de perte chez les goths est tout bonnement apocalyptique. Ceux qui survivent aux concours de coups de tête et combats de fosse ne passent généralement pas leur première bataille, car ils chargeront droit sur les canons ennemis, sans réfléchir ni tactique. Les rares survivants de ces événements deviennent vite bien plus gros et arborent des cicatrices, des balafres et aussi des parties bioniques, et ils le font un peu avec arrogance, comme s'ils étaient un peu supérieurs parce qu'ils ont survécu à un combat et que toi non. Et cela entraîne non seulement une surabondance de nobs dans les clans goths, donc des nobles orques, mais aussi la présence de certains des boss de guerre les plus brutaux de la galaxie, mais aussi l'envoi des hordes de Balaise Boys. Pour faire simple, les Balaise Boys, c'est simplement les plus grands orques, les plus puissants, et surtout ceux qui ont vécu le plus de combats. Car je le rappelle, mais plus un orc se fait frapper, plus il grandira. La logique des orques, mais c'est vraiment factuel. Plus ils se font taper, plus ils grandissent. C'est une croyance orque qui, du coup, est devenue réelle. Au combat, ils s'appuient principalement sur l'infanterie, souvent en vastes bandes qui tiennent à la fois un peu de la formation militaire, mais aussi de l'émeute, et préfèrent un style de combat rapproché et direct. Et d'ailleurs, ils se feraient toujours un chemin à l'avant-garde de la charge, car leur hâte d'en découdre éclipse largement les conditions secondaires telles que leur sécurité individuelle. Les goths pensent que la viabilité de tout plan réside dans son exécution, à savoir l'exécution de toute personne ayant le culot de se tenir devant eux. Putain, la connerie des orques me fera toujours rire. C'est pourquoi ils ont tendance à déferler sur le champ de bataille en vastes vagues écrasantes de boys et de nobs, suivant tous leurs boss de guerre. Pour les goths, la stratégie et la tactique sont largement indistinctes, encore plus que pour les autres orques. Tout ce qui se dresse devant eux doit être écrasé, et toute action qui ne consiste pas à battre à mort un adversaire avec les objets à portée de main, n'est pas digne d'un orque des goths. Un goth adore entendre les tonnerres des canons et le craquement des os lorsque son ki-coupe mord le corps de son ennemi. Il saisira la première occasion pour provoquer une bagarre, même au sein de sa propre bande, parfois en prenant simplement pour excuse un regard de travers ou un grondement insultant. Imaginez donc les gros bolos que vous pouvez croiser des fois dans les soirées, dans des bars qui... Paf, tu passes à côté d'eux, oh mon dieu, tu as touché son épaule, il va t'embrouiller. Eh frérot, t'es sérieux, tu m'as trop regardé mal et tout. Frère, vas-y, tu m'as tapé l'épaule, excuse-toi, fils de pute. Eh ben, ça c'est les goths. Ouais. D'ailleurs, une fois que les coups commencent à partir, les boys oublient très vite la raison de ce pugilat et se contentent d'apprécier l'instant présent, et se lancent dans la mêlée. Et d'ailleurs, cette agressivité naturelle est extrêmement utile pour le clan goth, car elle leur permet d'affûter leur talent au corps à corps, d'autant plus qu'ils privilégient ce mode de combat. Grâce à leur vision bornée des tactiques du champ de bataille et à leur amour des combats rapprochés, les bandes de guerre goths sont célèbres pour le grand nombre de fantassins qu'elles alignent au combat, à savoir que la majorité étant des Pistol Boys et des Blind Boys. À savoir que simplement les Pistol Boys sont les boys plus ou moins standards avec souvent un ki-coupe et un petit pistolet, et les Blind Boys ont généralement des plaques d'armure un petit peu mieux, par exemple sur leur bide ils vont avoir une plus grosse plaque d'armure, mais aussi juste devant leur casque en fait, ils vont avoir une sorte de muselière. Dès qu'on évoque l'opportunité d'une bonne baston, les goths arrivent comme par magie. À ce moment-là, ils se regrouperont sous la bannière du boss qui promet de leur offrir des crânes à fracasser. Et ils iront toujours vers l'orque le plus grand et le plus puissant. Même s'ils préfèrent heurter les lignes ennemies tel un tsunami de guerriers beuglants, les goths consentent parfois à grimper dans un chariot de guerre ou un camion, à condition qu'ils les amènent plus vite au combat. Toujours réfléchir dans le sens de leur instinct.
Ces puissants combattants d'infanterie sont soutenus par les groupes habituels de Bizarre Boys, de mécanos et de fouettards. Bizarre Boys, petit rappel, mages, des orques, mécanos, mécaniciens et fouettards, c'est simplement les maîtres des esclaves, donc des Gretchins et des Snuflings. Mais ils ont également un faible pour les Dreadeux de la mort, l'équivalent des Dreadnoughts des orques, mais aussi les Gorkanautes et les Crabouilleurs, donc, qui peuvent tous facilement piétiner ce qu'il y a entre eux et la mêlée, où ils pourront jouer de leurs points de métal et de leur équipement surboosté. Les Nobs Goth portent souvent une méga armure, car ils considèrent que c'est le meilleur moyen de se retrouver au milieu des combats pour exercer une certaine violence sur leurs ennemis. Pour ce qui est des armes, les Goths préfèrent un flingue, logique, souvent muni d'un boogie pick, ou d'un autre accessoire de mêlée. Un automatique qui crache un maximum de balles à la minute, avec un maximum de bruit, et les bons vieux qui coupent les plus lourds, les plus tranchants et les plus méchants qu'ils peuvent porter. Ils apprécient aussi beaucoup les pinces énergétiques, car quel goth digne de ce nom résisterait à l'attrait d'un poing encore plus gros pour réduire ses ennemis en bouillie. Les goths adorent également les explosions et portent généralement sur eux une poignée de frags à manche, donc les grenades orques. Donc ils les lanceront directement dans les tranchées et les bunkers, en gros tous les endroits qui sont un petit peu trop loin d'eux, parce qu'ils veulent d'abord se battre au corps à corps, je le rappelle. Parlons un petit peu des glyphes et de l'imagerie des orques. Les glyphes goths présentent souvent une tête de taureau orcoïde aux dents et aux cornes massives, généralement en noir sur du métal nu ou en blanc sur fond noir. Le mystère demeure quant au choix du taureau comme symbole de clan, car les érudits impériaux évoquent un sentiment de proximité avec cet animal totalement brutal. Mais aussi diverses bandes goths ajoutent une touche de rouge pour les crocs ou les cornes de leurs glyphes. Mais on retrouve aussi des damiers en noir et en blanc sur absolument tous leurs habits. Une bande de goths compte en général plusieurs dizaines de combattants, et une véritable bande de guerre goth comporte des centaines de boys, de sorte que lorsque les goths partent en guerre, le sol tremble sous les pas de milliers de bottes absolument terrifiantes. Les ennemis perçoivent souvent cela comme une tactique visant à submerger une section des défenses sous le nombre, mais en réalité, chaque goth se contente de suivre celui qu'il précède, en raisonnant simplement, et à juste titre, que si un orc court dans une direction, c'est qu'il y a un ennemi à tabasser là où il va. Les goths évitent donc la diversion et la subterfuge que certains autres clans emploient, donc comme on a vu par exemple les Death Skulls et les Blood Axe. Car ils pensent que c'est ce que Gork et Mork interdisent. Ils pensent que se faufiler entre les arbres ou de se cacher derrière des bâtiments est pas très orc. L'agressivité face à un péril imminent est un motif de fierté pour les goths, au point qu'ils feront tâter de leur qui-coupe toute personne utilisant les mots « à couvert » ou « on devrait peut-être y réfléchir avant ». Donc si vous voyez des orques goths, la pire chose à faire pour ne pas souffrir, c'est de fuir. Tout cela est dû en grande partie à leur idée bien ancrée sur la façon dont les choses doivent se passer dans une WAG, à savoir un assaut frontal total et la mise en pièces de l'ennemi avec les dents, les griffes et les qui-coupes. Et c'est pour ça que les énormes bandes extrêmement violentes, donc des clans goths, ont tendance à être les armées les plus puissantes et les plus homogènes que tous les autres clans. Bien qu'ils soient de bons stratèges sur le champ de bataille, leur tactique manque de subtilité, ils n'utilisent même pas trop de tactique, car ils feront comme tout orc devrait faire. Ils suivent leur instinct, leur tradition, ce qui signifie qu'ils chargeront simplement en hurlant directement vers les canons des ennemis. D'ailleurs, les bandes du clan goth se reposent abondamment sur le corps des Shock Boys, donc ces fameux orcs avec des jetpacks à l'arrière. Et cela est une ironie assez étrange vis-à-vis des orcs dits traditionnels, car d'après ces derniers traditionalistes, donc les anciens orcs, la nature même de leur clan engendre une énorme proportion de dits mioches. C'est simplement les jeunes orques, qui justement cherchent à se rebeller par le biais d'un cirage excessif de boss, donc de lèche-cul, et d'exercices de parade et de salut agressifs. Mais en réalité, quand on prend l'exemple des Shockboys, donc imaginez des dizaines d'orques extrêmement puissants avec des roquettes à l'arrière qui mènent la charge, on comprend pourquoi ces Shockboys, même un petit peu spéciaux et étranges, sont tant appréciés de leurs camarades de clan. Toutefois, hormis cela, les goths se méfient profondément de ceux qui font les idiots. Globalement, cela inclut donc les technologies particulièrement imprévisibles et tape à l'œil, et de tout ce que les autres races décriraient comme de la stratégie. Mais pas que. C'est aussi une manière de repousser les traditions des autres clans orques, qui aiment par exemple plus la technologie que les goths. Car je le rappelle, mais les goths sont très fiers d'être les plus orques parmi les orques, et saisiront la moindre occasion de le prouver à coup, un coup de poing en fait.
Revenons maintenant un petit peu en arrière sur les imageries des orques, donc surtout leurs couleurs. J'ai oublié de préciser 2-3 trucs. Car les goths utilisent principalement du noir avec des reflets de blanc. À savoir que les couleurs sombres et monochromes qu'ils utilisent sont considérées dans leur rang comme la seule tenue correcte pour un guerrier orc sinistre et sérieux. Le symbole de leur clan est donc une tête de taureau noire au-dessus d'un cercle rouge sur une bannière noire. Et vous pouvez imaginer que souvent il y a des damiers blancs et noirs pour contraster. Ils répètent parfois ce motif sur leurs armures, leur matériel de guerre et leurs véhicules. Mais c'est vraiment le maximum que tout guerrier goth qui se respecte puisse faire en matière d'ornementation. L'idée même de camouflage est totalement illogique, et même dit non orki pour les goths, car ils considèrent que son utilisation est à la fois lâche et un affront au dieu Gork et Mork. Après tout, qui voudrait se cacher aux yeux de l'ennemi tel un grotte? En outre, l'utilisation des couleurs vives et des pièces de chrome ou de métal poli comme ornement pour les vêtements, leurs armures et leurs équipements est totalement désapprouvé. Et l'utilisation de telles friperies est sûre de valoir à un goth extrêmement débile d'utiliser ce genre de choses, eh bien, il se recevra un beau coup de poing dans la gueule. Mais attention, il y a une petite nuance, une petite exception qui confirme la règle. Car le seul type d'ornement qui est d'ailleurs toléré chez les goths, eh bien, c'est les grosses cornes, donc les cornes de taureau, qui sont souvent massives et incurvées, taillées dans la tête des bêtes dangereuses et portées sur le casque en signe de l'intrépidité totale et de la résistance brute de l'orque en question. Il peut aussi servir d'arme, mais ça a quand même une utilité, et c'est pour ça que c'est pas vu uniquement comme une ornementation. Car ça peut tout de même servir d'arme, on parle quand même de cornes, de taureaux, de sortes de taureaux. Donc imaginez, lorsqu'un orc décide avec sa tête de se lancer en avant, il va forcément empaler quelqu'un. Chez les goths, justement, les boys croient dur comme fer à la loi du plus fort. Et avec les boys des autres clans, ils ne l'expriment pas verbalement, mais comme on l'a vu à coups de poing. Pour eux, Gork les a choisis pour régner sur les autres orcs et leur montrer comment qu'on se bat. C'est donc un facteur d'animosité entre clans, et les litiges se résolvent généralement dans une arène creusée dans le sol, qui est pratiquement le second foyer des goths. L'issue des combats fait volontiers l'objet de paris, mais aucun goth digne de ce nom ne descendrait dans la fosse pour gagner quelques dents. Car je le rappelle, mais ils le font avant tout pour la beauté du combat. La violence est toujours gratuite chez un orc véritable, et donc chez les goths. Pour les rares fois où les clans se mélangent et donc forment des tribus, les orcs du clan goth feront tout pour être à l'avant pour le combat. Ils seront même à l'avant des speed freaks, donc les fondus de la vitesse, s'ils y arrivent. Ils feront vraiment tout pour être les premiers à taper dans le tas. Et en soi, ils le font simplement parce qu'ils tiennent à leur réputation d'orcs les plus forts, parce qu'en fait, ils ont, faut quand même le dire, un certain ego, même s'ils l'admettront pas. Petite anecdote, vous voyez ces gens qui disent « les Jones ». Malheureusement, ça existe dans Warhammer 40 000. Parce que oui, les orcs, les Jones dans les orcs, c'est ce qu'on appelle des orques juvéniles, des orques extrêmement jeunes qui n'ont pas fait leurs preuves. Et donc si un de ces jeunes veut rejoindre une bande de boys goths, il doit s'équiper d'un casque à cornes et affronter les autres jeunes de la sorte, à décider qui est digne de rejoindre la bande. Vous vous en doutez bien, faire ça, ça fait qu'il y a énormément de pertes, et ce qui a d'ailleurs pour avantage d'évacuer les faibles directement avant qu'ils rejoignent les goths, donc c'est pratique pour eux. Ce qui est d'ailleurs assez étrange, pour les autres orques, donc les autres clans orques, c'est cette fameuse approche directe et sensée de la guerre qui rend les orques du clan goth tolérables aux yeux de leurs congénères. Plus un orc se bat, plus il grandit. Plus il grandit, plus il peut commander d'autres orques. Plus il domine, plus il y a d'orques qui le disputent pour le contrôle de sa bande. S'il les bat tous, il devient encore plus fort et domine encore davantage tous ses sbires. Et c'est ainsi que continue sa hiérarchie, donc sa progression dans la hiérarchie tribale, jusqu'à ce qu'il devienne suffisamment massif et puissant pour défier le Big Boss en titre. Si vous voulez un livre extrêmement intéressant qui résume tout ça, justement, c'est le livre de Ghazghkull Maguruk-Traka, qui est pour moi l'un des meilleurs livres de Nate Crowley et de Warhammer 40 000, tout bouquin confondu. Et on voit justement la hiérarchie des orques et comment Ghazghkull Maguruk-Traka était un orc plus ou moins merdique qui s'est retrouvé au sommet de la chaîne alimentaire des orques. Comprenez bien que des campagnes de guerre orques menées par des goths ont des fois lieu sans forcément trop de raison, et c'est uniquement parce qu'ils aiment se battre. Ils vont donc détruire absolument toutes les planètes sur leur chemin, tout ça dans le simple but de tuer des gens, parce qu'ils veulent pas s'ennuyer. Quand les gens, donc de Warhammer 40 000, les fans, parlent des orques en général, ils parleront souvent, sans s'en rendre compte,
des goths, alors qu'ils sont pas forcément les plus appréciés, parce que je pense quand même que ça reste les Speed Freaks, donc les Evil Sons principalement, mais les orques du clan goth sont quand même le cliché des orques aussi que l'on retrouve dans les autres univers, très bêtes, qui veulent juste foncer dans le tas et se battre à tout prix. C'est pour l'une de ces raisons que dans l'Imperium, l'Inquisition, l'Ordo Xeno, donc la branche de l'Inquisition qui cherche toutes les informations sur les Xénos, donc les aliens, afin de trouver des choses pour les tuer plus facilement et les détruire totalement, il les étudie constamment, et principalement les goths, parce qu'ils sont l'une des plus grosses menaces. Car l'instinct des goths, à contrario des autres, c'est de se battre. Leur seul instinct, c'est de se battre, c'est tout. Les Speed Freaks font ça donc pour l'adrénaline, les Evil Sons, etc. Les Death Skulls pour récupérer des richesses, mais ils pourront du coup le faire avec d'autres orques. Et justement, les goths, tout ce qu'ils veulent, c'est se battre. Si votre instinct vous dit de se battre, vous êtes extrêmement dangereux pour vos ennemis. Parce que peu importe ce que vous faites, peu importe comment la bataille se passera, vous avez gagné. Parce que vous serez battu, vous serez mort au combat. Voilà le gros problème des orques. Vivre de la terre, chercher la guerre, zigouiller tout ce qui s'approche, la tradition a du bon. Les Snakebites sont des brutes traditionnalistes vêtus de cuir aux muscles noueux et à la peau tannée. Et ils évitent la technologie au point que nombre d'entre eux se situent à peine au-dessus des orques sauvages sur l'échelle de la civilisation, car ils préfèrent simplement profiter de leur tuerie à l'ancienne. C'est-à-dire qu'ils préfèrent faire des carnages extrêmement brutaux. Mais attention, cela n'a jamais empêché les bandes de guerre des Snakebites de balayer l'ennemi extrêmement facilement lorsqu'ils se déchaînent de manière tribale. L'une des citations des Snakebites est « à l'ancienne ». Et il ne fait aucun doute que les Snakebites semblent quelque peu arriérés pour les autres clans, car leur base technologique et leur esprit traditionnel dépassent rarement celui des sauvages, comme on l'a dit. Et si un Snakebite peut résoudre un problème avec un bâton, un squig, ou par exemple une vieille corde, ben, il va simplement pas s'embêter à faire autrement. Cependant, le refus de se reposer sur la Camelot dernier cri, et leur étrange habitude, pour pas dire extrêmement bizarre, de se faire mordre par des serpents venimeux, fait penser que les Snakebites veulent absolument montrer à tout le monde qu'ils sont résistants, justement, face aux morsures de serpents. Pour ceux qui n'avaient pas fait la référence, Snakebite, serpent et morsure, traduit de l'anglais. Au sein de la culture orque, le clan des Snakebites, comme on l'a dit, est considéré comme une bande d'arriérés par les autres clans avancés technologiquement. Et cela est assez simple à comprendre, parce que cela en dit long sur leur comportement et leurs coutumes tribales. Si même des orques qui sont quand même assez stupides vous pensent stupides, vous voyez ce que je veux dire? C'est assez... ça pousse pas trop le niveau, quoi. Ces traditionalistes forcenés évitent les objets compliqués, et se fient à des outils fiables. Un os taillé en pointe, un gourdin bien lourd, ou un qui-coupe affûté. Ils méprisent tout ce qui leur paraît inutilement novateur ou complexe, et étant donné que cette catégorie regroupe à peu près tous les objets de la galaxie, les Snakebites tendent à être constamment en colère. Ce n'est pas que les Snakebites ne peuvent pas ou ne veulent pas employer la technologie, surtout que leur clan compte de nombreux mécanos et médics, donc des médicaux, et même s'ils sont moins nombreux que les fouettards et les Bizarre Boys, parce que oui, justement, les fouettards et les Bizarre Boys sont parfaits pour les Snakebites, car justement les fouettards sont là pour, récupérer les grottes et puis les élever, plus ou moins, et les Bizarre Boys, sont les mages un petit peu arriérés, pour ne pas dire les orques les plus cons, parce qu'ils sont complètement fous, mais bon, c'est un autre détail. En fait, c'est juste que les Snakebites n'emploient les combines qu'à contre-cœur, et ils considèrent qu'un objet n'est pas convenable tant qu'il n'est pas couvert d'une platine de rouille et d'huile. Quand c'est possible, les Snakebites préfèrent toujours les solutions les plus directes. Pourquoi s'embêter à teindre ses vêtements en cuir quand on peut se contenter de les tanner avec de l'urine de squig? Ça va de soi. Pourquoi bâtir des huttes quand on peut se contenter de subir les intempéries et prouver ainsi sa résistance? Pourquoi s'encombrer de qui-coupes sophistiqués à lames de tronçonneuse qui se gripperont à force de déchiqueter des hommes? Un gourdin de métal n'a pas besoin d'être rechargé, et c'est tout aussi efficace pour briser des crânes. Il faut absolument un camion pour foncer au combat. D'accord, mais tout mec Snakebite qui se respecte le construira à partir de débris de ferraille tenus ensemble par des boyaux et mu par une chaudière à vapeur plutôt qu'un moteur à explosion. C'est pour cela d'ailleurs que les Snakebites ont la réputation d'être des sauvages totalement primitifs, puisqu'ils s'enduisent de boue et de peinture de guerre, se parent de crocs et de griffes des bêtes qu'ils ont abattues, et portent leur peau mal tannée. Néanmoins, il est indéniable que du fait de leur mode de vie,
Les snakebites sont aussi coriaces qu'un steak de grox trop cuit. Évidemment, les grox sont l'une des nourritures, l'un des animaux, la flore si on veut, de Warhammer 40 000 les plus utilisés pour se nourrir. Ce clan compte de nombreuses bandes d'alpagueurs, car l'existence d'un nomade chevauchant un squig, vivant des fruits de la terre, qui chasse d'horribles monstres et cogne tout ce qui se dresse sur sa route, ne manque pas d'attrait pour ces êtres simples. Parmi leurs nombreuses et curieuses traditions, celle qui attire le plus l'attention des autres orques, et comme on l'a dit, qui a donné son nom au clan, est la tradition utilisée des créatures vivantes et venimeuses dans le rituel de passage à l'âge adulte. Cet étrange rite de passage implique un mioche orc, comme on l'a dit précédemment, donc c'est les orques noobs, et donc ce mioche va appâter un serpent extrêmement venimeux pour qu'il le morde, puis il aspirera le venin de la blessure pour prouver qu'il est résistant. Voilà. Et les snakebites vont faire ce genre d'acte absolument tout au long de leur vie. Et grâce à ce rituel et aux autres morsures reçues en manipulant des créatures venimeuses, les snakebites développent une immunité assez naturelle à tous les venins, sauf évidemment les plus puissants, comme même certains Nurgle, etc. En fait, les snakebites ne sont jamais sans un serpent, une araignée, ou une autre petite bête mortelle sur eux lorsqu'ils se déplacent d'une planète à l'autre. Et cela juste au cas où le monde où ils se rendent serait pauvre en faune venimeuse. Donc ils vont importer leur propre fait. En fait, ils vont faire du braconnage, mais inversé, vous voyez. Ils vont importer la faune pour pouvoir l'utiliser. Pour un snakebite, rien ne vaut un serpent venimeux comme animal de compagnie. Et ils les élèvent avec autant d'attention que les squigs. De façon alarmante, il les relâche dans chaque écosystème qu'il rencontre pour le plus grand malheur de tout être vivant qui l'occupe. Même si vous survivez aux snakebites, peut-être qu'ils ont mis les serpents ou les araignées les plus venimeuses et les plus grosses que vous avez jamais vues de votre vie, et vous vous retrouvez baisé parce qu'en fait, vous avez détruit les orques peut-être, mais ils ont créé un environnement horrible dans la jungle. Parlons maintenant des glyphes du clan Snakebite. Les glyphes du clan Snakebite représentent presque toujours un serpent venimeux, étonnant, d'ailleurs en train de se redresser plus ou moins pour vous attaquer. Les glyphes des bandes Snakebites comportent toujours un serpent ou des crochets de serpent justement, encadrés par des flammes ou des lignes brisées. En plus de leur penchant connu pour le maniement des serpents venimeux, les Snakebites ont la réputation d'être les meilleurs éleveurs de Gretchin et de Squig de tous les clans. Leurs fouettards élèvent les animaux et les avortons les plus féroces, les plus résistants et les plus faciles à domestiquer. Et leur ménagerie tentaculaire et piquante témoigne de la qualité de leur art. Si un orc cherche un bon squig d'attaque, ou un grotte particulièrement obéissant, il sera avisé de s'adresser aux snakebites. En effet, leurs prouesses en matière d'élevage sont telles que seuls les snakebites possèdent les compétences et les connaissances nécessaires pour produire et mélanger la nourriture spéciale pour les terribles squigottes, donc les gigantesques squigs, qui sont quand même, je le rappelle, capables de renverser des chars et de piétiner des quantités astronomiques d'ennemis, de la garde impériale, des taux, peu importe. Un squigot bien dressé est loyal jusqu'à la mort, et cela envers son maître snakebite. Et il le reconnaît grâce à son odeur caractéristique, et il lui servira de char d'assaut vivant aussi bien que de bête de somme. Lorsqu'une bande de guerre part au combat, elle emmène une véritable ménagerie, une animalerie. Et le campement devient pour l'occasion une piste de cirque où se bousculent des squigs de toutes les tailles, donc des squigots, des petits squigs et des gretchins qui en temps de guerre sont équipés sommairement, avant d'être menés au combat pour être affectés aux batteries d'artillerie. Paradoxalement d'ailleurs, les armes les plus sophistiquées de l'arsenal des snakebites se retrouvent généralement entre les mains de leur grotte, qui sont chargés de comprendre comment elles fonctionnent. Les orques se regroupent quant à eux en bandes importantes qui entonnent des chants et poussent des rugissements pour atteindre un état de frénésie meurtrière. Les squigottes massives et les gretchins féroces sont extrêmement utiles au combat, car les snakebites privilégient un assaut frontal, rapide et sauvage, comptant sur le fait de submerger leur ennemi avec leur troupeau d'animaux. Et cela afin que leurs boys puissent atteindre l'ennemi convenablement, tranquillement, pour ensuite les bourlinguer. Leurs fouettards travaillent sans relâche pour garder ces créatures et les grottes du clan, armés de toutes sortes d'armes de mêlée rudimentaires en ligne sur le champ de bataille. Et donc, ils vont tout faire pour éviter que l'animalerie parte en steak. C'est ça leur but. Ils sont là pour être vraiment des colonels, des sergents, que dis-je, des commissaires impériaux. En termes d'apparence, les snakebites préfèrent des tons terreux et sourds, avec une emphase sur les verts et les bruns, avec des reflets jaunes et blancs poussiéreux. Le sigle de leur clan, comme on l'a dit, est un serpent venimeux, typiquement vert, sur une bannière jaune, et ils aiment se parer de serpents venimeux pour justement représenter leur emblème, ou alors est-ce que leur emblème représente leur habitude? Seuls les orques le savent réellement. Les bandes de guerre flibustiers peuvent être identifiées par leur emploi du glyphe du Jolly Orc, dont chaque capitaine emploie une variante. Et évidemment,
Le Jolly Orc est tiré du Jolly Roger, le nom que l'on donne au drapeau pirate dans le monde réel. Les bandes de flibustiers se servent de têtes de mort et d'os pour s'identifier, auxquelles elles ajoutent souvent des dents pour souligner leur talent de pirate. Il est important de noter que tous les orques n'appartiennent pas à une bande ou à une tribu. Certains sont des marginaux de la société orque, des orques qui s'intéressent plus au pillage qu'au combat, et deviennent des flibustiers, des peaux vertes qui par choix ou par nécessité ont quitté le clan et leur tribu. Ils forment des bandes de pirates, de bandits et de mercenaires de piètre réputation qui vendent leurs services aux plus offrants, qu'il s'agit d'ailleurs d'un orc ou d'un humain, qui, je le rappelle, en langage orc se dit « les hommes ». Mais ils ne manqueront pas à ravager et à piller la galaxie, et cela quand ils ne se battent pas entre eux pour s'approprier la plus grosse part du butin. Et j'adore une phrase, ou plutôt une mini-citation venant justement de ces flibustiers, ou de ces freebooters, qui est « la compète ». Il y a quelque chose de singulier chez la plupart des flibustiers, et d'ailleurs tous les autres orques le savent. Ces mercenaires sont tout aussi malveillants et sournois que les autres peaux vertes, mais avec un degré d'égocentrisme et de rivalité nettement supérieur. Il n'est donc pas surprenant que la majorité deviennent des parias, car ils éprouvent les pires difficultés à s'intégrer dans la hiérarchie, quand même, il faut le rappeler, assez rudimentaire de la société orque, et ils opèrent plus efficacement en écumant la galaxie en compagnie de leurs pairs les plus douteux. Au combat, le désir des flibustiers d'être les meilleurs, afin d'accabler le plus beau butin, les pousse à dépasser les autres peaux vertes. Si une bande de flibustiers commence à tirer son épingle du jeu, leurs camarades rivaux redoubleront d'ardeur pour les humilier et engranger toute la gloire. Comme on l'a dit, les flibustiers sont des pirates sans foi ni loi, qui parcourent le néant à bord de navires fumants dans le seul but de provoquer autant de destruction qu'ils le peuvent. Et ils s'attaqueront à tous ceux qui ont le malheur de pénétrer les parages d'où ils se trouvent, faisant feu à volonté pour désemparer les navires adverses aussi vite que possible. Lorsqu'ils y parviennent ou que l'ennemi est assez stupide pour se rendre, les flibustiers l'abordent, tuent tout ce qui bouge et s'emparent du reste. Ils regagnent ensuite leurs repères afin de compter leurs biens mal acquis. Les bandes de guerre de flibustiers se composent typiquement de peaux vertes qui ont quitté leur clan, ou plutôt qui en ont été chassés. Certains de ces orques ont survécu à l'annihilation de leur tribu, et cela en raison de guerres particulièrement meurtrières ou de tout autre désastre apocalyptique. Ces dernières années, ces destructions ont été causées par la tempête Warp qui ont ravagé les territoires peaux vertes. Et si beaucoup ont échappé à la désintégration de leur planète ou de leur forteresse spatiale, la Grande Faille a une influence étrange sur certains orques, qui sont devenus particulièrement cupides quand ils n'ont pas sombré dans la folie. Ces orques sont une source d'inquiétude croissante, mais certains voient les hordes de peaux vertes qui se rassemblent comme une opportunité, car puisque ces orques sont des flibustiers, ils sont enclins à proposer leurs services de mercenaires à tous ceux qui en ont les moyens. Alors que les orques utilisent souvent les dents comme monnaie d'échange, les flibustiers, comprennent la valeur réelle des objets, et exigent souvent d'être payés en équipement ou à d'autres objets qui pourraient leur être utiles. En termes d'intelligence, ils sont probablement bien au-dessus des autres car ils comprennent les problèmes environnants autour des autres factions, de l'Imperium, des Drukhari, des Eldar, des Tau. Quelles que soient leurs origines, les flibustiers sont exclus du reste de leur peuple et adoptent leur propre culture, que beaucoup d'orques, évidemment, voient comme pas très orques. En effet, au lieu de chercher à rejoindre une nouvelle tribu ou de maintenir les traditions de leur clan d'origine, ils désignent un boss de guerre flibustier qu'ils nommeront leur capitaine. Et ensuite, quand ils seront tous prêts, ils partiront à l'aventure dans la galaxie. Aucun orc ne perd jamais vraiment l'amour de la bagarre, mais les flibustiers sont connus pour leur cupidité, et seule l'accumulation de dents les intéresse. Et comme on l'a dit, évidemment d'autres objets de valeur. Ils cultivent l'individualisme, se portent souvent des tenues de style pirate ou naval, se parent d'atouts aux couleurs criardes et à des trophées ostentatoires, et n'hésitent pas à orner leurs armes de métaux précieux. Leurs armes de mêlée ont tendance à être du type plus c'est gros, mieux c'est, afin d'être capable de neutraliser un ennemi en un seul coup décisif. Les armes à distance suivent une tendance similaire. Plus l'arme est bruyante, mieux c'est. Les orques décrivent souvent ce phénomène comme étant « tire beaucoup » ou « plus de daka ». Ils affichent aussi le symbole du Jolly Orc sur leur bannière dorsale, leur véhicule et plus généralement partout où ils le peuvent. Les flibustiers lancent des raids éclairs contre les mondes vulnérables, harcèlent les routes spatiales, tels des vautours opportunistes, et combattent pour tous ceux désireux de louer leurs services. Les flibustiers sont généralement plus ouverts d'esprit que la plupart des orques, et c'est d'ailleurs assez étonnant, car ils sont prêts à considérer les non-peaux vertes comme autre chose que des ennemis, et sont souvent enclins à apprendre d'autres langues. Au service des humains, les flibustiers sont souvent engagés seuls. Le risque potentiel de rassembler une bande d'orques parmi les humains est, il faut le dire, bien trop grand par rapport aux bénéfices,
même pour les limes marchands qui ne sont normalement pas réfractaires à la prise de risque. Ceux qui emploient des flibustiers sont bien avisés de les tenir occupés, car un orc qui s'ennuie à bord d'un vaisseau peut rapidement entraîner de dangereuses complications, pour ne pas dire une énorme baston. Les flibustiers servent donc de gros bras brutaux, de spécialistes du combat et d'armes de la terreur. Les orques eux-mêmes étant heureux de faire ce qu'on leur demande de faire, tant qu'ils obtiennent leur part de profit, et qu'ils ont de nombreuses occasions de recourir à la violence. Je le rappelle, mais il reste instinctif quand même. Car je le rappelle, mais la dite violence fait toujours partie intégrante de la vie d'un orc, même si elle aspire à un butin et à l'aventure. Aussi, les contrats des flibustiers sont au mieux éphémères. Ils durent souvent jusqu'à ce que l'argent ne soit plus assez présent, plus assez récurrent, ou qu'ils reprennent l'envie de frapper quelqu'un. D'ailleurs, de nombreuses bandes de guerre de flibustiers se composent principalement de frimeurs, car les carrières de mercenaires permettent à un orc de s'enrichir rapidement, du moment qu'il parvient à survivre. Cependant, en dehors de ces crâneurs obsédés par la compétition, les bandes de guerre flibustiers sont aussi variées que celles des tribus orques. D'ailleurs, je vous invite aussi à aller acheter une imprimante 3D avec le lien dans la description, et vous savez quoi, vous pouvez même peut-être imprimer un chat. Bon, je suis pas sûr de cette information, mais ça soutient la chaîne et c'est beaucoup moins cher pour vos figurines. Ça fait quand même beaucoup de choses qu'on a vues sur les orques, beaucoup d'informations qui sont tout de même étranges. Car même si l'on sait certaines choses sur ces clans, j'ai l'impression qu'il nous manque des informations sur certains. Je trouve qu'on devrait avoir beaucoup plus de livres plus fréquents. Même si on en a eu un cette année, je vous invite fortement à lire des livres sur les orques qui sont extrêmement intéressants, et j'en ferai des reviews prochainement. Pour ne pas les rater, évidemment, abonnez-vous. Merci aux sponsors de la chaîne Holy Energy. Si vous voulez vous faire kiffer avec des boissons plus saines, moins chères que sur le marché, n'hésitez pas à les voir dans la description. Prenez soin de vous. Dans la description, vous avez aussi tous les moyens d'aider la chaîne et d'économiser sur tous vos achats dans la vie de tous les jours. Amazon, MyUbiPlace, etc. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo aussi en commentaire, je lirai tout. D'ailleurs, j'espère que vous avez kiffé. C'était vraiment un plaisir à faire cette vidéo. J'ai vraiment adoré la faire. Et elle a pris beaucoup plus de temps que prévu, mais je suis trop content. Prenez soin de vous. À très bientôt. Et restez comme vous êtes. Prenez soin de votre santé. Des bisous.